Bonjour, je suis Clémentine Gallet et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous transmettront leur histoire de mère, sans filtre. Et grâce à leur récit, vous serez, je l'espère, rassurés, réconfortés et surtout déculpabilisés. Alors bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. Il y a des personnalités comme ça que toute la communauté Bliss réclame à corps et à cri. Et en toute logique, ce sont rarement des hommes. Pourtant, il y en a un qui fait figure d'exception en faisant l'unanimité auprès de vous toutes. J'avoue que je ne compte plus les fois où vous m'avez demandé de l'inviter. Et ça tombe bien parce que moi aussi, je suis fan de lui. Et j'avais aussi très envie de découvrir sa trajectoire de père. Alors on l'a fait, enfin! Baptiste, beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, médecin, écrivain, militant de tous les fronts. Il n'a de cesse d'interpeller, de provoquer le dialogue et de pousser notre société à se questionner. Ses mots et ses combats partagés sur Insta sont autant de pierres lancées pour faire bouger les lignes, les murs de silence et les préjugés. Pour nous, il a accepté d'entrouvrir les portes de son intimité et de raconter son chemin vers la paternité. Il m'a parlé de la force qu'un lever de soleil lui a donnée pour assumer son homosexualité, de l'amour immense qui l'unit à son compagnon, de leur désir de faire famille, mais aussi celui d'aider des copines à en fonder une. Parce qu'entre couples homosexuels, la solidarité et le désir d'enfant peut mener à des schémas différents, mais parfois tellement évidents. Aujourd'hui, Baptiste est le très heureux papa d'un petit garçon dont l'arrivée a bouleversé sa façon d'habiter le monde, comme il le dit si joliment, et l'a poussé à interroger encore plus profondément notre société, les failles de la masculinité et tous les carcans qui freinent la liberté d'exister. Dans cet épisode, vous découvrirez comment cette récente parentalité a fait de Baptiste un homme qui tente de faire taire les fantômes de son enfance, tout en continuant à défier une homophobie ambiante et persistante. Un médecin toujours plus engagé, bref, un père inspirant, au rendez-vous de ses responsabilités et qui nous aide beaucoup à repenser la parentalité. Bonjour Baptiste. Bonjour Bliss. Oh, tu peux m'appeler Clémentine. Bonjour Clémentine. On se connaît bien. Oui. On se connaît bien, mais pas tant que ça. Ouais. On se suit depuis évidemment très longtemps. On a partagé la scène de la Halle au Grain à Toulouse. À Toulouse. C'était un merveilleux moment. C'était fou. En 2022. Ouais. Je me rappelle parfaitement de ce moment où donc le Bliss Show passait à Toulouse. Je t'ai appelé genre 3 jours avant le spectacle. Crois. Ouais. Genre, je tente le tout pour le tout, je l'appelle parce que je viens à Toulouse, je ne peux pas ne pas contacter Baptiste. Et tu te souviens, je t'ai envoyé un message genre, oui, coucou, bah en fait, d'abord, j'ai fait genre, je veux t'inviter. Et après, enfin, genre, je veux t'inviter au spectacle. Ouais. Et après, comme je sentais que t'étais réactif et vraiment aussi sympathique que je pensais, et du coup, je t'ai dit, bah sinon, tu peux peut-être venir sur scène, faire une petite séquence avec nous. Et t'as dit oui. Alors qu'on était littéralement à 3 jours du spectacle. Ah ouais, j'étais terrorisé. Non, mais le gars est d'une réactivité. Il y avait un monde fou, c'était incroyable, quoi, vraiment. Et puis les gens, enfin, j'ai l'impression on leur fait du bien, quoi. T'as tellement assuré et c'était tellement la surprise pour tout le monde de t'avoir sur scène. Bref, voilà, c'est ce moment qu'on a partagé essentiellement tous les deux. Mais je suis ravie qu'on ait un peu plus de temps là en tête à tête aujourd'hui pour dérouler le fil de ton histoire de père. Mmh. Alors, je vais te laisser te présenter, Baptiste, pour celles et ceux qui, éventuellement, ne te connaîtraient pas. Je vais te demander ton prénom, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Baptiste Beaulieu, je suis médecin, écrivain, papa aussi. Mmh. Ça compte, ça compte beaucoup. Ma cellule familiale, on va dire ça comme ça. J'aime pas trop ce mot cellule familiale, ça fait peur, ça fait emprisonnement. Et famille Ma famille, voilà. Mon père, ma mère, mes 2 sœurs, Anna et Marie, et puis mon compagnon, mon mari, Florian, et notre fils, adorable. Oui. Notre merveille. Parfait. Alors, t'es médecin généraliste. Voilà, t'es médecin généraliste. Depuis 10 ans maintenant, dans mon cabinet médical à Toulouse. T'as ton cabinet à toi ou tu le partages avec on est 3 associés. Okay. On tourne un peu sur les locaux et depuis l'arrivée du petit, j'ai réduit un peu mes horaires parce que j'arrivais plus à tout faire. Donc maintenant, j'ai l'équivalent d'un mi-temps. Je travaille tous les matins au cabinet. D'accord. Et l'après-midi, c'est l'écriture ou m'occuper du petit, quoi.
Tu m'as donné ton âge, coquin. Ah non, j'ai pas donné mon âge. Voilà. J'ai 39 ans. J'avais envie de mentir en disant j'ai 24 ans, mais non, j'ai 39 ans. Donc raconte-nous dans quel contexte familial tu as débarqué, toi, il y a 39 ans. Alors, mes parents étaient parisiens tous les deux, nés à Paris. Ils ont fui la région parisienne dès qu'ils ont pu. Ils sont arrivés à Toulouse, jeune couple sans argent. Ok. Ils sont arrivés une main devant, une main derrière, comme on dit. Pas ils grand-chose. n'étaient pas du tout dans le milieu médical? Pas du tout. Pas du tout. Aucun des deux. Mon père était photographe. Ok. Ma mère avait un doctorat de littérature. Ok. Elle était passionnée de lettres. Voilà. Et très vite, ils ont dû changer leur plan parce qu'ils ont eu ma grande sœur. Okay. Et puis après, ils m'ont eu moi. Et puis la question de l'argent s'est posée rapidement, quoi. Donc mon père a arrêté d'être photographe parce que ça ne rapportait pas assez. Ma mère, elle ne pouvait pas vivre en tant que prof à Toulouse, donc elle a pris un job alimentaire qui finalement est devenu son job toute sa vie, même si elle a quand même eu ce regret longtemps de sa carrière universitaire. Et je me souviens de mon père autodidacte qui n'a pas son bac et qui lisait des gros livres sur le commerce, parce que lui était persuadé que c'était le commerce et que grâce au commerce, il allait devenir riche. Et donc je me souviens, il avait un livre qui s'appelait Commerciator. Et c'était un énorme livre jaune comme ça, il lisait ça. Et il est arrivé un jour un entretien dans une banque alors qu'il n'avait pas son bac, aucune qualification sur son CV et tout. Puis il a embobiné le gars parce que c'est un bon parleur, mon père, c'est un beau parleur. Il a été embauché, puis il a fait toute sa carrière dans une grande banque. Et notre niveau de vie à ce moment-là a quand même changé, quoi. Ah oui, d'accord. Mais je me souviens quand même, je parle de ça, mais parce que c'est important de dire aussi d'où on vient, quoi. Je me souviens de ma mère en hiver. Avenue de la Gloire, c'est une avenue qui grimpe à Toulouse, et puis elle avait acheté des œufs, et puis ça avait givré par terre, elle glisse, elle tombe, elle écrase les œufs, et je me souviens des larmes de ma mère, parce que c'était, entre guillemets, la viande de la semaine, quoi. Et quand même. Après, ça a changé, évidemment, mais je n'oublie pas d'où je viens. Parce que maintenant, j'ai cette chance-là de faire deux métiers qui sont à la fois socialement reconnus et aussi rémunérateurs. Médecin, on vit très bien. Pourquoi médecine, d'ailleurs? Toi qui ne venais pas du tout d'une famille de médecins, on dit souvent que c'est comme ça, par atavisme familial. Non, pas du tout. Personne dans ma famille ne faisait médecine. J'avais envie d'aider les gens, tout simplement. De passer ma journée au service des autres. Mais ça, c'est une vision un peu naïve, parce que maintenant que j'ai 10 ans de recul, je m'aperçois, surtout pendant le Covid, on s'en est bien aperçu que tous les métiers sont importants. Et qu'à partir du moment où tu les fais avec du cœur au service de l'autre, tu peux être soignant aussi, quoi. Oui, donc la médecine s'est imposée à toi de manière assez naturelle. Ouais. Tes parents devaient être super ils étaient soutenants. Très fiers, surtout comme je dis, on vient d'un milieu social précaire à la base. Oui, c'est pas rien de faire médecine. Mais oui, mon père, on est au restaurant, on parle de tout et de rien, et au moment où le serveur arrive, il dit, au fait, comment ça se passe avec tes patients au cabinet médical? J'adore. Oui, papa, calme-toi. Oui, mon fils médecin. Voilà. Toi qui es médecin, mon fils. C'est exactement ça. Bah ouais, mais franchement... et ma mère, toujours, calme-toi, Denis, calme-toi, arrête. Fierté de la famille. Bon, et tu as 2 sœurs? Oui. La grande, elle a combien d'années de plus? Elle a 3 ans de plus que moi, et celle du milieu, elle a 2 ans. Et mes parents l'ont adoptée quand j'avais 3 ans. Elle est arrivée à la maison, elle avait 4 ans, je crois, à peu près. Et oui, c'est ça. Voilà. Elle est née au Portugal, mais elle est originaire du Cap-Vert, elle est noire. Pourquoi ce choix de l'adoption? Tu t'en souviens, toi, d'avoir vécu ce moment-là avec tes parents? Je me souviens d'un matin, je me lève et puis j'ai une nouvelle sœur. Puis c'est comme ça, et c'était merveilleux. Et maintenant que je suis grand, c'est mes 2 meilleures amies. C'est mes colonnes vertébrales, mes grandes sœurs, quoi. Ça doit être particulier quand même de voir débouler un enfant supplémentaire qui plus est plus âgé que soi. Oui. Ça a été particulier et compliqué parce que moi j'ai des souvenirs d'elle qui rentre en larmes de l'école parce qu'on l'a traitée de sale noire, on lui a dit qu'elle puait à cause de sa couleur de peau, et moi je suis petit, mais c'est ma sœur, elle sent bon, elle sent normalement, quoi. Et puis noire, mais je sais pas, c'est ma sœur, elle est noire. Et ces larmes-là, je crois que c'est aussi une des choses qui m'ont un petit peu sensibilisé à l'altérité, à la différence, voilà. Et puis plus tard, quand j'ai pu dire qui j'étais, qui j'aimais, ça m'a aussi aidé de savoir que j'étais pas seul dans cette famille à avoir subi l'expérience de la minorité. Et oui.
C'était quand pour toi ce moment justement du coming out, comme on dit ? Oui, mais moi j'ai su très, très tôt qu'il y avait une ambiguïté au niveau de mes désirs. Alors, quand on parle d'orientation sexuelle, les homophobes ont toujours cette idée d'hypersexualiser. C'est-à-dire, comment vous pouvez dire qu'un enfant est homosexuel, voilà, parce que pour eux, en gros, être homosexuel, je dirais les choses cash, c'est sucer des bites dans des backrooms, quoi. Mais non, quand t'as 9 ans, 10 ans, 11 ans... tu peux déjà savoir qu'il y a une ambiguïté parce que tu te dis je préférerais écrire un petit mot à mon voisin de classe plutôt qu'à ma voisine, mais tu le fais pas parce que la norme c'est pas ça, et que tu vas être dans la norme, tu vas avoir des copains, tu vas être aimé, et donc tu te tais, quoi. Tu te tais, et parfois tu fais même pire. Ce que je raconte dans mon livre, c'est tu vas participer au harcèlement du seul gars de la classe qui revendique fièrement n'en avoir rien à foutre des étiquettes, et qui revendique cette ambiguïté, voilà, au niveau de ses... Qui l'assume. Exactement. Ouais. T'étais presque forcé de prendre parti mais ça, c'est dans la violence. On parle pas beaucoup, mais la socialisation masculine, le mode de socialisation masculine est quand même très violent, et ça passe par différents modes d'être, dont par exemple, à l'adolescence, à la puberté notamment, il y a des injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on doit à la fois clamer notre amour pour les femmes, pour les gros seins, et en même temps détester tout ce qui est trop féminin. Moi, j'aime pas le rose, voilà, j'aime jouer au foot, j'aime pas les trucs de filles, et en même temps, on doit clamer qu'on les adore. Ouais. Et donc, il y a une injonction contradictoire qui est terrible, et qui, je pense, participe aussi à une certaine forme de masculinité toxique. Je peux développer un petit peu sur ça, si tu veux, parce que moi, c'est un sujet qui m'a... Quand je parle de masculinité toxique, il y a toujours plein de mecs qui viennent me dire en quoi nos masculinités sont toxiques et tout, mais ils me font rire, ces gars-là, parce que c'est les premiers. Si on leur pose la question, t'as une fille, oui, elle a quel âge, 14 ans, très bien, tu préfères qu'elle aille dans une soirée où il y a que des mecs ou une soirée où il y a que des filles? Je me dis, moi je préfère qu'elle aille dans une soirée où il y a que des filles. Tu vois, ça veut dire bien, au fond de toi, tu sais que la masculinité peut être un danger pour ta fille. Pareil, on marche dans la rue, il est 3h du matin, on entend un bruit qui vient d'une ruelle sombre, on préfère voir qui sortir de cette ruelle, un homme ou une femme. Et les hommes, ils savent très bien qu'on préfère voir sortir une femme plutôt qu'un homme. Seulement ça, les femmes, c'est ce qu'elles subissent tous les jours, et pas à 3h du matin dans la rue, quoi. Donc il y a un problème dans nos masculinités, et les mecs qui disent l'inverse, c'est des menteurs, parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils veulent voir sortir d'une ruelle à 3h du matin. Évidemment. Donc tu te souviens de ces tiraillements entre justement les mecs et les nanas de la classe. C'était à quel moment? C'était en primaire? C'était au collège? C'était en primaire. Je me souviens même d'un épisode au collège. On est en cours d'art plastique, et puis je ne sais plus pourquoi je m'embrouille avec mon voisin, et il me crie dessus devant toute la classe. Il me dit sale pédé. Et je me souviens, je prends un crayon que j'avais dans la main, que je venais déguiser, et je lui plante dans la main. Mais ça a été vraiment un acte irréfléchi. Ouais. Comme ça. Et je suis sûr au fond de moi que s'il m'avait traité de sale connard, j'aurais pas fait ça. C'était vraiment l'insulte sale pédé, à la fois l'idée qu'il sache qui je pouvais être et qu'il le clame devant tout le monde. Bon, quand j'ai été convoqué du coup chez le directeur, mes parents ont été convoqués aussi. Et je me souviens, je rentre et ma mère qui me dit à demi-mot, c'est pas bien ce que tu as fait, mais moi, quand j'avais ton âge, j'avais un voisin de classe qui m'avait mis la main sous le t-shirt pour me ploter, et je lui avais planté une fourchette à la cantine dans la main, et elle me dit ça, et j'ai senti qu'il y avait une pointe de fierté chez elle en disant, c'est mon fils, on est pareil. Donc, plantage de mère en fils. En fait, c'est ça. Exactement. Ah ouais, et donc à cette époque-là, ta mère était au courant Non. Et, ça n'avait pas encore été Non, j'ai verbalisé. mis des années, d'autant plus que j'ai eu des copines, notamment durant mes études de médecine. J'ai vécu 5 ans avec une fille qui était formidable, que j'aimais et qui m'aimait, et on s'aimait, tout simplement. Ouais. Ça a été vraiment l'amour fou. Quand je repense à elle, c'est toujours avec des étoiles dans les yeux, et c'est normal, ça a été mon premier grand amour. Génial, c'est la seule femme avec qui tu as eu... non, alors après, je me suis un peu amusé après aussi. Mais avec des meufs. Avec des meufs, mais en fait, pour te dire, quand j'étais étudiant en médecine, on est interne, c'est-à-dire qu'on vit à l'internat, c'est-à-dire à l'hôpital. Et c'est le bébé-drome. Un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais tu sais, quand t'as vu... votre réputation vous précède. Hein. Non, mais quand t'as vu dans la journée des trucs terribles, et puis des gens mourir, c'est vrai que le soir, tu rentres, t'as la vingtaine, t'as envie de faire la fête. De relâcher. Et c'est vrai qu'à l'internat, j'avais une réputation parce que c'était, je disais les jours pairs, c'était les filles, les jours impairs, c'était les garçons. Et donc, mes co-internes rigolaient parce qu'ils savaient jamais qui ils allaient voir sortir de ma chambre le matin. Voilà. Ah oui, donc tu l'assumais totalement.
partir de 20 ans. T'as assumé une bisexualité, oui, en tout cas. Mais ma famille n'était pas au courant. D'accord, toujours pas. Non. Donc là, t'avais quoi, la vingtaine ? La vingtaine, il a fallu un événement dramatique. C'est bizarre parfois la vie, mais c'est la mort d'un enfant au cours d'une intervention avec le SAMU. D'accord. Voilà. Pendant tes études ? Pendant mes études. Pour tout dire, j'étais interne dans le Gers, à l'hôpital de Auch, et on est appelé par une femme en larmes au téléphone parce que son fils, qui devait avoir, je sais plus, 5 ou 6 ans, convulse. Et elle était tellement, comme toutes les mères ou comme tous les parents, tellement ébranlée par ce qu'elle voyait qu'elle s'est trompée d'adresse. Au lieu de dire 42, elle a dit 24 ou un truc comme ça, ou un truc aussi bête que ça. Seulement le Gers, c'est assez grand comme département, donc au lieu d'arriver en 5 minutes avec l'ambulance, on a mis 10 minutes, je crois, parce qu'on cherchait et qu'on ne trouvait pas le 24 et que c'était au 42. Et quand on est arrivé, l'enfant convulsait depuis trop longtemps, il est mort quelques jours plus tard à Purpan. Le grand hôpital de Toulouse. Et moi, ça a été un moment de bascule dans ma vie. Tu sais, quand tu es étudiant en médecine, c'est horrible ce que je veux dire, mais tu vois des personnes âgées qui meurent, mais ça fait partie du cycle de la vie. Et tu te dis, j'ai fait ce métier aussi pour ça, pour les accompagner à la fin de leur vie. Et c'est la fin de leur vie. Mais un enfant qui meurt à 5-6 ans parce que sa mère l'aime tellement qu'elle se trompe au téléphone, moi, ça a été un truc... Là, en fait, pour tout dire, la question du mal a fait éruption dans ma vie à ce moment-là. C'est-à-dire, pourquoi faut-il que des choses terribles arrivent à des innocents, quoi. Et j'arrivais pas à m'enlever cette idée de la tête. Et j'ai arrêté quelque temps mes études. Je suis parti en voyage. Ah ouais, t'as eu besoin de couper. Ah oui, complètement. Et je suis parti à Rome, puis à Jérusalem. Et j'avais besoin de verticalité, d'endroits qui sont, imprégnés de religieux, de verticalité. Et je pensais trouver mes réponses auprès des religions, mais pas du tout. Je les ai trouvées dans l'alcool, le tabac et la fête et l'amour aussi. Parce que je me souviens, je débarque dans une boîte de nuit à Rome. Et puis là, il y a un garçon magnifique qui s'approche de moi et qui me dit en italien qu'il me trouve beau. Et moi, je le regarde et c'était objectivement le plus beau garçon que j'avais jamais vu de ma vie. Et je me dis, t'es à Rome, t'es loin de chez toi. Voilà. Et on a vécu 2 semaines ensemble. Après, on s'est revus régulièrement. Et ça a été mon premier amour homosexuel, on peut dire ça comme ça. Il était danseur. Et donc t'as pécho l'italien danseur. Ok. Et puis après, je pars à Jérusalem. Pareil, je me souviens, je voulais faire la fête. Et à Jérusalem, il y a une seule boîte gay dans le quartier de Mea Sharim. Mea Sharim, c'est le quartier juif ultra-orthodoxe, c'est juste à côté. Et donc, je débarque là-bas un soir et il faut dire que c'est vraiment un endroit, surtout en ce moment, avec tout ce dont on parle au Moyen-Orient, c'est la seule boîte gay à Jérusalem. Il faut se rendre compte que c'est un endroit où toutes les nuits convergent à la fois des Palestiniens qui passent à l'époque la bande de Gaza pour aller faire la fête là-bas, des juifs du quartier ultra-orthodoxe de Mea Sharim qui rasent les murs pour aller là-bas, les chrétiens orthodoxes ou catholiques qui viennent là-bas. Et une fois qu'on est dans cette boîte, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a plus de musulmans, il n'y a plus de juifs, il y a juste des jeunes qui veulent faire la fête avec des dragues sur scène et tout. Et puis là, je rencontre une fille super qui me plaisait et je lui plais. Et on commence à danser, et puis là, il y a son meilleur ami qui se joint à nous, et puis on a fini à 4 dans un lit, et c'était la première fois que je faisais ça, et c'était merveilleux, parce que j'étais loin de chez moi, et je rentre chez moi là, à l'hôtel le matin, il y avait le soleil qui se levait sur Jérusalem, et je tenais mes chaussures à la main tellement j'avais dansé, et je peux pas dire autrement que le soleil se lève sur Jérusalem, et puis je me sens... aimé comme j'ai jamais été aimé de ma vie, quoi. Voilà, c'est comme si on prenait mon corps, qu'on le retournait comme un gant et qu'on aimait et qu'on embrassait chacune des parties de ce corps en disant tout est aimable en toi. Arrête de te détester, arrête de te faire du mal et tu mérites d'être aimé. Et je rentre chez moi et je dis à mes parents qui je suis, qui j'aime et que c'est comme ça, quoi. Mais du coup, tu leur dis que tu préfères les hommes ou que tu aimes les deux Non, sexes. je rentre en disant que à l'époque, je parlais du coup de Oscar. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un en Italie. Ils me disent elle est comment, voilà, est-ce qu'elle est belle et dans ma tête, très naïvement, je leur dis je vais vous montrer une photo. Et je me disais, il est tellement beau que ils ne peuvent que se ranger de mon côté en me disant oui d'accord c'est un garçon mais il est tellement beau, c'est évident qu'on peut pas dire non. C'est non ça discutable. s'est pas tout à fait passé comme ça pour tout dire, mais c'est que tu leur as montré la photo du gars comme ça. Voilà, c'est cette personne. Voilà.
Bon, grand silence. De rien. Non, il doutait de rien. Il y a un grand silence. Mon père s'est mis à pleurer en me disant c'est pas naturel. Et je me souviens de cette phrase qui m'avait beaucoup blessé. Bon, après, un mois plus tard, il avait vraiment réfléchi. Il avait lu des articles que j'avais écrits dans l'Obs sur l'homosexualité, l'homophobie, tout ça. Et un mois plus tard, il m'a appelé en disant je veux défiler avec toi à la Gay Pride. J'ai été stupide, excuse-moi, je t'aime. Voilà. J'ai dit tu vas te calmer, papa. La Gay Pride, je vais y aller tout seul, avec mes potes. Pas sûr d'avoir envie de voir mon père sur un char tout de suite. Non, mais c'était très mignon, quoi. Ah ouais. Par contre, je me souviens de la réaction de ma grande sœur Marie qui me dit, c'est une grande sœur, donc elle me dit fais attention à toi, je veux pas qu'on te fasse du mal, que les gens dans la rue t'abîment, voilà. Et ma grande sœur Anna, qui dit devant toute la famille cette phrase qui a apporté un petit peu de légèreté et c'était bienvenu, et qui dit en regardant la photo, en me regardant, il me dit mais qu'est-ce qui te trouve, quoi, parce qu'il était vraiment très très beau. Et rien que pour cette phrase, je l'en remercierai jusqu'à la fin des temps, quoi. Donc ce voyage t'a permis de prendre de la distance et de te libérer aussi d'une pression familiale, sociale. De pouvoir dire ouvertement qui j'étais et qui j'aimais, ça a été l'équivalent d'une seconde naissance pour moi. C'est-à-dire j'ai arrêté enfin de mentir aux autres, de me mentir à moi. Je me suis senti comme remis au monde, quoi. Vraiment... J'étais bien, j'étais au bon endroit de ma vie, au bon moment, voilà. Et alors après, tu n'as plus fréquenté que des hommes ou tu as continué à alterner ? Après, c'est tout simple, je ne veux pas dire les choses autrement, c'est que je suis tombé amoureux d'un garçon qui est mon compagnon d'aujourd'hui. C'est pas vrai ? Ouais. Ça va faire 11 ans qu'on est ensemble maintenant. Ok, donc tu l'as rencontré pendant tes études de médecine ? À la toute fin. À la toute fin ? Ouais. D'accord. Au moment de prêter serment, quand j'ai passé mon doctorat. Tu vas être obligé de me raconter cette rencontre. Bah oui, je vais te raconter. S'il te plaît, parce que rencontrer l'homme de sa vie, c'est pas tous les jours. Écoute, c'est tout simple. C'est aussi on est les enfants de notre société, de notre génération. On s'est rencontrés sur les réseaux. Ouais. Il avait un profil qui m'a fait rire en fait. Il avait sur son profil, je suis mignon, je suis sympa. J'aime le chocolat. Et entre parenthèses, il avait mis « Bref, je galère comme tout le monde ». Et j'avais trouvé ça tellement mignon, ce petit aveu de « Ouais, je galère ». Donc je lui ai écrit, puis on passe la soirée à discuter sur... Et je lui dis « On peut se voir dans 2-3 jours ». Il me fait « Non, je veux qu'on se voit demain ». Il était super à fond et tout. On se donne rendez-vous place Wilson à Toulouse. Et il me raconte toujours cette histoire parce que... Il arrive, il me voit de loin, il me dit là j'ai une angine. Au moment où je te vois, j'ai une angine et j'ai su que c'était parce que tu étais l'homme de ma vie, il me dit. Et effectivement, pendant 2-3 jours, il avait mal à la gorge et il est persuadé que cette angine, c'est le signe du destin, voilà, qu'il avait trouvé. Alors que moi, j'ai juste trouvé mignon, quoi. Ça pas... C'est son corps qui l'a lâché. Oui, voilà. Le choc était tel. Ouais. Alors, c'était quoi le profil de Florian à l'époque ? Il bossait, il était plus vieux, plus jeune que toi ? On a exactement le même âge. Ok. Il a fait les Beaux-Arts. D'accord. Après, comme beaucoup d'étudiants dans les Beaux-Arts, il a galéré et pour pouvoir grailler, il s'est mis à faire des études de coiffure parce qu'il était il est passionné de couleurs, okay. Voilà. Et donc maintenant, il a monté son propre salon de coiffure à Toulouse. Génial. Voilà. Ok. Donc toi, le jeune médecin qui rencontre ce jeune artiste, et votre histoire d'amour démarre à ce moment-là. Ouais. Ok. Il me fait rire. Je sais pas comment dire. Ça, c'est tellement important dans un couple. Ah ça c'est énorme. Mais déjà, il me fait rire. Et puis, j'ai un fort tempérament, beaucoup de caractère, et il me tient tête. Et j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui me tiennent tête comme ça. Et je crois que c'est aussi ce qui me plaît, qu'il est du répondant, quoi, qu'il se laisse pas marcher sur les pieds, quoi. Vous vous êtes installés ensemble rapidement. Ouais. Rapidement. Toi, t'avais ton appart ? Ouais. Ok. Et alors, tu parlais de papier dans le Nouvel Obs que ton père avait lu. Donc, à l'époque, tu écrivais aussi déjà ? À partir du moment où je suis rentré de ces voyages-là, je me suis mis à écrire sur ce sujet-là. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu pigeais à l'Obs en même temps que tu faisais tes études de médecine. Ouais. Et ton premier livre, il est sorti à quel moment ? Il est sorti au moment, à peu près à ce moment-là, quand j'ai prêté serment. Donc, oui, en fait, t'as raison, je me rends compte que ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est quand même... la même année, du coup, je fais mon coming out, et puis je sors mon premier livre qui, du coup, a été un succès fou. On a vendu 200 000 exemplaires, il a été traduit dans 16 pays. Rappelle-nous le titre du ça premier. s'appelait Alors voilà, tout simplement. Alors voilà. Ouais. Et ça, c'est quand même pas rien de sortir un bouquin non. tout en Et pour tout te dire, je crois que ça m'a aidé aussi de faire... Ce succès-là m'a aidé aussi pour faire mon coming out, parce que j'avais cette idée-là un peu bête que
ma famille, en tout cas, accepterait mieux mon homosexualité si j'étais un artiste, quoi. Et si t'étais reconnu. Ouais. Et puis les écrivains, dans ma tête, sont tous un peu pédés. Je me disais, il y a ce côté-là. Oui, bon, voilà. Ça, au moins. Ça, voilà. Les artistes, voilà. Ouais. Ils sont plus comme dans ça. la norme. Exactement. Quoi, voilà. Si j'écris, c'est moins grave. Oui, c'est ça. Mais oui, je me demande aussi si j'ai pas cherché à faire mon trou dans ce milieu-là aussi pour pouvoir mieux accepter qui je suis, quoi. Donc Florian t'a apporté aussi et donné beaucoup d'amour. Ouais. Donc une installation dans la foulée. Ouais, ça a été aussi la première fois que je m'autorisais à marcher dans la rue en tenant la main d'un garçon. Et donc on a très vite compris que non, c'était toujours pas possible en fait. Moi, des réflexions, je me souviens une soirée où on amoureux, tu vois, on va au cinéma puis au resto, enfin un truc vraiment rien de... Et on avait passé une tellement bonne soirée, c'était l'été, il faisait bon. Et on rentre après cette soirée-là, main dans la main. Et là, on croise 4 mecs sur le trottoir d'en face, là. Et au moment où on les dépasse, il y en a un sur les 4 qui hurle comme ça, sale pédé, comme ça, il fait. Et ce qui est dur, Clémentine, c'est de se dire à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire, quoi ? Est-ce que je dois dire quelque chose au risque qu'on se fasse taper ? Et moi, me faire taper, c'était pas le problème, c'était l'idée qu'on le tape lui, qu'on tape Florian, quoi. Et si je dis rien, qu'est-ce que Florian va penser de moi ? Voilà, est-ce qu'il va penser que je suis lâche ? Et donc on rentre à la maison et lui il va écouter sa musique sur le canapé, moi je prends un bouquin et je sais pas à quoi il pense à ce moment-là. Est-ce qu'il pense que je l'ai pas défendu comme j'aurais dû le défendre, tu vois ? Parce que vous n'avez rien dit ? Non. Vous avez passé votre chemin ? Non, ils étaient 4, on était 2 et puis on avait passé une bonne soirée, on n'avait pas forcément envie que ça dérape. Et ça c'est une vraie question, c'est comment gérer ce que l'autre attend de nous en pareilles circonstances, quoi. Pourquoi l'idée de la honte d'avoir rien fait devait gâcher notre soirée ce soir-là, quoi. Et vous en avez parlé, tous les deux ? Non. Mais maintenant que j'en parle avec ton micro, peut-être qu'en rentrant en soirée... Tu te souviens de cette soirée ? Qu'est-ce que tu aurais aimé que je fasse ? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais je pense qu'il aurait aimé que je fasse exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire rien, et puis rentrer chez nous. Parce que probablement qu'il était dans les mêmes questions que moi, à savoir, j'ai pas envie qu'on casse la gueule à Baptiste, quoi. Ça vous est arrivé souvent, ça, ce genre de... Suffisamment pour qu'on se tienne plus la main dans la rue, quoi. Alors qu'on devrait continuer à se la tenir et même la tenir encore plus fort. Mais on veut pas de soucis. Vous ne le faites plus. Non. Et puis maintenant qu'il y a le bébé, je t'avoue que c'est un truc qui me heurte. C'est l'idée qu'on puisse se prendre une réflexion, nous agresser alors qu'on a notre enfant et qu'il puisse assister à des scènes comme ça dans la rue. Ça, c'est un truc qui me travaille un petit peu, quoi. Ok, donc avec Florian, ça démarre bien. Toi, t'étais dans quelles envies, dans quelle perspective de vie, justement, par rapport à la famille ? Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées, dont tu as parlé peut-être avec ta propre Bien sûr. Famille, parents, sœurs c'est venu sur le tapis ? Moi, je sais que mon homosexualité n'a pas vraiment posé de problème à ma mère. Ce qui lui posait problème, c'était l'idée, justement, qu'on n'ait jamais d'enfant. Et ça, Elle l'a verbalisé, ça ? Elle l'a verbalisé. Ok. Ça lui faisait peur que je connaisse pas, parce qu'elle me disait, moi ça a été le bonheur de ma vie de vous avoir, et l'idée que tu connaisses pas ce bonheur-là, ça me fait peur. Alors même qu'elle avait adopté. Oui, bien sûr. Donc elle connaissait aussi d'autres formes de parentalité. Bien sûr. Et ça, elle l'envisageait pour vous ? Elle savait, mais ça on en parlera, que l'adoption pour les couples homo en France... c'est vraiment le chemin de croix, quoi. Ouais. Donc ça, elle le savait, c'est pour ça qu'elle se disait, il y a pas ça va être difficile, quoi. Peut-être qu'il y arrivera à fonder une famille, mais ce sera plus difficile que pour ses sœurs, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu lui répondais quand elle te faisait part de ses inquiétudes ? Mais justement, j'essaie de la rassurer en lui disant qu'il y a plein de manières de faire famille quand on est un couple d'hommes, quoi, ou même un couple de femmes. Moi, j'ai toujours su, parce que je suis l'enfant d'une famille nombreuse, j'ai toujours su que je voulais des enfants. Mais entre vouloir et sentir le désir émerger en soi, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Je l'avais pas encore, ce désir, mais c'est normal, j'avais 25-26 ans, c'est un peu jeune. Mais déjà, tu avais cette conviction-là, au fond de toi. Oui, et c'est venu au cabinet médical.
Tu t'es installé rapidement dans ce cabinet, après tes études en fait. Ouais. D'accord. C'était un chouette cabinet avec 2 médecins beaucoup plus âgés que moi et qui un peu de zanards, voilà. Ah ouais. Et c'est pas si fréquent que ça, les médecins de gauche, donc moi j'étais content d'en trouver. T'as raison. Oui. Et donc je m'installe. Et puis, je sais pas comment dire, tu tiens des bébés dans les bras, ça te fait rien. Et puis un jour, tu tiens un bébé dans les bras et tu te dis, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre d'un seul coup? Là, je veux plus le rendre à ses parents, je veux le garder pour moi, je veux en avoir un à moi, je veux aimer comme ils ont l'air de l'aimer. Et puis ce sentiment, il devient de plus en plus pesant. Et, c'est fou que tu dises que tu l'as senti dans ton ventre. Ah oui, moi c'était vraiment un truc, c'est comme une brique quoi. Et puis je rentrais le soir et je me sentais malheureux, vraiment. Et c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ce désir d'enfant chez les hommes, alors que je pense qu'il doit exister aussi. Bien sûr. Et peut-être si on en parlait plus, ça permettrait à plus d'hommes de le verbaliser et de dire oui, on peut être un homme et 100% à l'aise dans sa masculinité, dans sa virilité et vouloir des enfants. Bien sûr, mais il y a des hommes qui doivent même convaincre leur compagne. Alors ça, j'en ai quelques-uns au cabinet, mais je me méfie toujours parce qu'en général, une fois que l'enfant est là... ça suit pas toujours. Alors, ils sont contents, mais c'est quand même elle qui se tape tout le boulot, quoi. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc moi, je me méfie toujours des gars qui insistent auprès de leur compagne pour avoir un gosse. C'est un truc... Mais oui, donc je sentais ce désir grandir en moi. T'étais déjà avec Florian ? Ouais. Et en fait, ce qui m'a vraiment poussé à vouloir passer le pas, c'est que j'ai senti que j'étais en train de devenir mauvais, méchant. Et il y avait une aigreur en moi qui naissait. Vraiment. T'étais jaloux ? Mais je pense que beaucoup de couples qui ont galéré à avoir des enfants comprendront. Bien sûr. Et je me reconnaissais plus. J'avais des pensées... quand des couples d'amis qui m'annonçaient qu'ils venaient d'avoir leur enfant, au lieu de me réjouir pour eux, je me souviens, ils m'envoyaient des photos et j'étais devant la photo, comme ça. Et bien vraiment, je devenais Tati Daniel, quoi. Vraiment, c'était terrible. Et t'en parlais à Florian, du coup ? Non, pas trop, mais ce qui m'a vraiment incité à lui en parler, je me souviens, c'est qu'au cabinet médical, je commençais à avoir des pensées vraiment négatives vis-à-vis de certains parents, parce que il y a des parents hétéros qui ont des enfants sans forcément l'avoir voulu, ou qui me disent oui, il n'était pas prévu, on l'a pris quand même. En gros, Alors, je suis médecin, donc je suis au cœur des familles, donc est-ce que je peux porter un jugement ? Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, mais en tout cas, j'avais l'impression qu'il l'accueillait pas comme le trésor qu'il est, ce gamin, quoi. Et je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont et que moi j'ai pas, et pourquoi ils en profitent pas à fond, pourquoi ils s'en occupent, parce que quand on est médecin, on est aussi confronté aux violences infantiles, donc et je me disais, mais pourquoi ils font du mal à ce gamin, quoi ? Pourquoi ils se rendent pas compte du soleil que c'est et du trésor que c'est, ce gamin, quoi ? Et je me mettais à penser des trucs. Pourquoi eux c'est si facile ? Pourquoi ils y ont droit ? Pourquoi personne ne jette un œil dans le désir hétérosexuel ? Pourquoi nous on doit en permanence comme ça juger nos désirs de parentalité, décider ou pas sur des plateaux entre hommes hétérosexuels si les femmes lesbiennes peuvent avoir des enfants ? Et je commençais vraiment à être en colère, quoi. Vraiment être en colère. Ça montait. Oui. Donc t'en parles à Florian ? J'en parle à Florian. Il était comment, lui, par rapport à cette question de devenir père ? Lui, c'est quelque chose qu'il travaillait aussi un petit peu à bas bruit, on va dire ça comme ça. Mais oui, ça le travaillait aussi. Mais il l'avait pas encore dans le ventre comme toi, tu l'avais. Mais il y était moins confronté aussi, Il y était moins confronté. Et je crois qu'il avait envie qu'on se marie d'abord, enfin qu'on fasse les choses. Lui, il avait vraiment une vision, pour le coup, très hétéronormée des choses, c'est-à-dire on se marie et après on fonde une famille. On peut pas fonder une famille tant qu'on n'est pas marié. Tu étais aussi son premier grand amour avec qui il s'installait et tout ça. Ouais. Ok. Donc mariage ? On s'est demandé en mariage. Raconte. Qui a fait le premier pas ? C'est très mignon, tu vas voir. On a un ami qui est joaillier. Je lui demande de me faire un anneau, voilà. Et on part en voyage au Canada, à Toronto, tous les deux. Ouais. Un soir, on va à la CN Tower, c'est une des plus grandes tours du monde. Il y a un restaurant tout en haut qui tourne. Okay. J'étais tellement stressé ce soir-là, mon Dieu. Ouais, parce que tu t'étais dit, c'est ce soir. Non, puis le repas coûte une blinde. Et je crois que je ne me souviens absolument pas du goût des aliments, tellement j'étais en angoisse totale. Et puis le dessert arrive, et puis je sors la boîte. Je dis, voilà, Florian, est-ce que tu veux bien
te marier avec moi, je t'aime. Et là, il me dit, attends une seconde. Et je dis, non, il faut que tu donnes une réponse maintenant, là, c'est pas le moment d'attendre. Et je le vois chercher dans son sac. Et pour le coup, Flo, c'est vraiment un sac, ce qu'on appelle un sac de femme, quoi. C'est mon Dieu, son sac, mais je sais pas comment il fait. Après, il a mal au dos, tu m'étonnes, il a tellement de choses dans son sac. Et il farfouille des plombes dans ce sac. Je dis, mais qu'est-ce que tu... Et là, il me sort une boîte avec un anneau. Et il me dit, ça fait 1 an que je l'ai dans le sac et que j'osais pas parce que j'avais peur que tu me dises non. Et donc, on s'est fait cette demande-là ce soir-là mutuellement. Et ça fait 1 an ça faisait 1 an qu'il se trimballait avec cet anneau, quoi. Mais c'est tellement mignon. Voilà. Ah, vous étiez en double écrin. Ouais. Il y a eu échange d'écrins de bagues. Exactement. Et ce qui est mignon, c'est qu'on avait tous les deux, en fait, demandé chacun de notre côté à notre ami joaillier, qui nous avait rien dit, qui avait fait les bagues en douce pour chacun d'entre nous et qui a jamais rien dit à personne, quoi. Bon, donc, demande magnifique sur le toit du CN Tower. CN Tower. Ouais. Et là, le Covid arrive. Ok, donc là on est en mars 2020. Ouais, et le problème c'est que ma sœur qui était avec son ex-mari maintenant, avec son mari à l'époque, à Tahiti parce qu'il était militaire. Okay. Et donc on ne pouvait pas se marier s'il n'y avait pas ma sœur, c'était pas possible. Et en même temps on ne pouvait pas rentrer en métropole à cause du Covid. Okay. Donc on a attendu. Puis après on a eu notre projet d'enfant. Et donc on est pacsé mais on n'est toujours pas mariés. Mais je dis mon mari parce qu'on a nos anneaux. Et voilà, bah bien sûr. Voilà. Ah oui, mais du coup, ça a été largement décalé. Ouais, largement décalé. On a nos témoins, tout est prêt. Ah oui, tout est juste. Bon, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Avec votre enfant en petit garçon d'honneur, ça va être trop chou. Trop mignon. Donc, Covid, vous le passez où ce Covid ? Chez vous, à Toulouse ? Oui. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période du Covid ? Comment tu la vis, toi ? Du coup, j'étais responsable d'un centre Covid où on accueillait des patients. Ok. Et ça a été une période très étrange puisque nos super copines lesbiennes qui sont en couple depuis des années, un jour on s'appelle au téléphone pour parler un petit peu, elles étaient confinées chez elles, on était confinés chez nous. C'est des amis à vous de longue date. Ouais. Ok. Qui sont en couple depuis longtemps aussi. Ouais. Au téléphone, elles me disent qu'elles sont effondrées parce qu'elles avaient un projet de PMA en Espagne, parce qu'à l'époque, la PMA pour toutes n'était pas passée en France, donc elles étaient toujours interdites de pouvoir fonder famille dans ce beau pays qu'est la France. Et donc, fermeture des frontières à cause du Covid, leur projet tombe à l'eau. Et donc là, je raccroche et je dis à Flo, écoute, il faut qu'on discute, je trouve pas ça bien ce qui leur arrive. C'est injuste, tout simplement. Et puis la société française qui interdit à ces femmes de fonder une famille, je trouve ça terrible. Elles ont juste besoin de gamètes. Et t'as des gamètes, j'ai des gamètes. Je veux leur donner les miens. Voilà. Et donc Flo a eu un petit moment de flottement. Il faut qu'on en discute parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Moi, ce que je préférais, c'est que voilà, on se marie, on a notre maison, on a des enfants. Et après, si tu veux donner tes gamètes à toutes nos copines, donne tes gamètes. Mais il faut... En fait, il avait simplement peur que si je donne mes gamètes, je m'attache à cet enfant parce qu'on n'en avait pas encore à nous, entre guillemets. Eh oui. Ce qui peut se bien comprendre. Sûr. Hein. Le cheminement est bien sûr. compliqué. Bien sûr. Ouais. Mais je lui dis, écoute, j'entends ce que tu dis. Pour te rassurer, moi, je suis persuadé que je n'aurais... c'est pas que j'aurais pas d'attachement, mais j'aurais pas le même attachement vis-à-vis de cet enfant que vis-à-vis de celui qu'on peut avoir et rêver ensemble. Parce que simplement, c'est pas mon projet, c'est le projet de nos copines, c'est pas le mien. Moi, j'ai un projet avec toi, l'homme que j'aime, elles ont un projet entre elles, et je veux les aider, quoi. Je dis, bon, écoute, il faut qu'on dîne tous les 4, on discute pour mettre les choses sur la table, voilà. Vraiment, quelle serait la place de chacun dans cette parentalité. Parce que elles, dans l'idée, elles voulaient que vous en fassiez partie de cette parentalité ou pas? Alors déjà, c'est moi qui ai proposé, hein. C'est pas elles qui ont proposé que je donne, voilà, c'est moi qui leur ai dit, écoute, moi je trouve ça injuste ce qui vous arrive, je veux vous aider. À ce dîner-là, tu leur as dit... Par téléphone avant, je leur ai dit, il faut qu'on se voit parce que je voudrais vous donner des gamètes et il faut qu'on mette carte sur table, qu'on parle pour bien tout aplanir à la base, en parler longuement et on a parlé quasiment une bonne partie de la nuit de tout ça. Waouh, elles devaient être tellement émues. Ouais, elles étaient vraiment, vraiment, vraiment émues. Ce qui me fait dire aussi que nos familles sont particulières. C'est-à-dire que je pense que c'est tellement une chance aussi pour un bébé d'être voulu, d'être réfléchi, d'être un projet. Parfois, je choque quand je dis, mais en fait, oui, un bébé, ça devrait être un projet de vie, ça devrait être mûrement réfléchi. Et nous, on a mûrement réfléchi avec elles de leur projet et de la place que j'occuperai dans ce projet, quoi. Et moi, dès le début, c'était, mais c'est pas ma fille, ce sera pas ma fille, je serai son géniteur.
Okay. Je serai ce qu'elle voudra que je sois et ce que vous voudrez que je sois. C'est-à-dire, si vous voulez que je sois son tonton, son oncle, son parrain, ce que vous voulez. Et ça leur allait très bien. Et moi, ça me va. C'est-à-dire, quand elle a 10 ans, il faut l'amener au cinéma et manger des crêpes avec elle, ça me va. Et puis, un vendredi, je me souviens, j'étais au cabinet médical. À 18h30, elle m'appelle en me disant, écoute... je viens de prendre ma température et donc si tu es toujours OK, on est la période du mois où c'est maintenant qu'il faut donner, quoi. Attends, mais et Florian, il avait digéré le truc. Il avait digéré le truc et en même temps, je lui ai fait comprendre, et c'est comme ça aussi, que c'est mon corps, c'est mon choix et c'est moi qui décide. Et dans un couple, et c'est vrai, je pense que l'autre n'est pas dépositaire de notre corps. Tout simplement. Tu fais ce que tu veux avec tes gamètes. Exactement. Aimer l'autre, c'est pas l'enfermer et c'est pas le priver de sa liberté individuelle. Il était quand même OK. Bien sûr, j'ai pas fait ça. Oui. Ça aurait été pas bien pour l'enfant, voilà. Bien sûr, mais il était OK. Et donc elle m'appelle en disant, j'ai pris ma température, c'est maintenant si tu veux. Et je fonce sur mon vélo et puis tu sais, c'était encore le Covid, donc c'était toujours confiné. Eh oui. Et donc j'étais tout seul dans les rues de Toulouse sur mon vélo avec mon attestation de médecin, parce que comme je suis médecin, je pouvais circuler librement. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon t'imagines remplir une attestation motif du déplacement où tu dois dire je dois aller masturber chez des copines pour donner mes gamètes. Je pense que si la police t'arrête, c'est pas un bon motif, moyen. Monsieur. Ouais. Et donc je débarque chez elle et puis c'est une situation étrange, Clémentine, parce que c'est la seule fois de ta vie où en tant que garçon tu vas aller te masturber chez des copines, elles le savent et tout le monde est content, quoi. Non, mais ce trajet devait être lunaire déjà. Ah oui, écoute, de rouler comme ça vers cette mission. Ouais. Ce qui est encore plus lunaire, c'est à quel point elle était mignonne quand elle m'avait laissé un petit pot stérile sur les toilettes, puis elles sortent dans leur petit jardin pour me laisser la maison à moi tout seul, tu vois. Ouais. Et puis moi, j'avais pas fumé depuis 3 jours parce que je voulais faire ça bien, voilà, que ce soit de qualité, tu vois. Qualité. Un sperme, mon vieux, vraiment, mais d'une pureté rare, premium. Et donc oui, écoute, après je laisse le petit pot. Je laisse le petit pot sur l'évier et puis je repars sur mon vélo. D'un seul coup, tout le monde dans la ville se met à la fenêtre et commence à applaudir. Et moi, j'ai eu un moment de flottement en me disant, mais comment ils savent et tout. En fait, c'était simplement parce que c'était 20h. Et tu sais qu'à 20h, on applaudissait les soignants. Magnifique, mais c'est une scène de film que tu racontes là. Et moi, j'étais tout seul sur mon vélo et tout Toulouse qui applaudit. Et je me dis, mais écoutez, je fais ça depuis que j'ai 13 ans. Voilà. Merci beaucoup. Non, et c'était merveilleux. Quel moment. Voilà. Et 9 mois plus tard, elle est née une petite fille, merveilleuse petite fille, quoi. Ça t'a fait quoi d'apprendre la naissance de cette petite fille et de la rencontrer ? J'étais heureux et je me suis rendu compte aussi à ce moment-là à quel point la place d'un père, elle n'est pas dans ses testicules. Je me suis jamais senti père de cette petite fille. Je veux dire, je me lève pas la nuit quand elle pleure. J'ai jamais été là quand elle pleurait, quand elle est tombée de vélo. Je fais pas partie de son quotidien immédiat. On se voit très régulièrement. Ouais. Et là, je me dis, mais effectivement, il y a combien d'hommes qui pensent que parce qu'ils ont eu un rapport sexuel avec une femme et qu'il y a un bébé qui est né, ils sont le père de cet enfant. Non, être père, ça se mesure par la charge que tu mets sur ton dos au quotidien, quoi. Tous les réveils nocturnes, l'inquiétude, les rendez-vous chez le pédiatre, les lessives, les biberons. C'est ça, être père. C'est pas se masturber dans des toilettes. Oui, ça, tu as pu en faire l'expérience directe. Sûr. Et maintenant, du coup, elle a 3 ans. Et donc, on lui a très, très tôt... maintenant, elle comprend, elle parle, elle parle très bien. Et donc, elle sait qui je suis. Mais comme elle s'est trompée une fois et depuis, elle dit toujours la même chose. On lui a dit, c'est ton donneur. Et elle dit, c'est mon bonheur. Parce que elle confond les deux mots un petit peu. Et donc, elle m'appelle tout le temps Baptiste mon bonheur, elle dit. C'est tellement chou. C'est mignon, ouais. Est-ce qu'elle te ressemble ? Un peu. Enfin, beaucoup même, je dois dire. C'est vrai ? Ouais. Et alors ? Elle a un grand front comme moi. Et des boucles blondes et des yeux bleus ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. De toute façon, c'est un paramètre qu'il bien faut sûr. Et puis, prendre en compte. Et puis, je mesure aussi la chance pour cet enfant, dans le sens de te ressembler. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, la chance de cet enfant, de le réseau social dans lequel elle est née. C'est-à-dire que cette gamine... je dirais, à l'âge de 20 ans, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle veuille faire dans la vie, elle a 2 mamans, plus un parrain amélioré, on peut dire ça comme ça, qui feront tout pour elle. Et peu d'enfants peuvent en dire autant, quoi. C'est sûr.
Et alors, j'imagine que cette grossesse et la naissance de cet enfant vous a fait avancer, vous aussi, de votre côté. Comment ça s'est passé, côté Flo et toi? On réfléchissait beaucoup et on a pensé à l'adoption. Ça, c'est vraiment, d'autant plus que comme ma grande sœur a été adoptée, moi, c'est quelque chose qui... J'avais aucun problème vis-à-vis de l'adoption. Mais l'adoption avait un problème vis-à-vis de nous. En France, théoriquement, les couples homo peuvent adopter, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, j'ai toujours eu du mal avec les gens qui disent l'adoption, vous y avez pensé, parce que cette phrase, si tu veux, elle est vraiment lancée entre le fromage et le dessert, quoi. Et comme si ça n'avait pas de conséquences pour nous, ça a des conséquences. Enfin, faut pas poser ce genre de questions si t'as pas 20 minutes après pour parler avec la personne, et si surtout tu n'es pas prêt à écouter ce que la personne a à te dire des conditions de l'adoption pour les couples homoparentaux en France. Et en l'occurrence, je me souviens d'un reportage à l'époque où on voit un couple, un homme, une femme. Ce sont des journalistes qui se font passer pour un couple. Ah oui. Voilà. En caméra cachée, qui sont reçus par la directrice de la DAS. Ah oui, pour montrer justement, pour faire un peu un état des lieux. Elle ne savait pas qu'elle était filmée, et donc ils se font passer pour un couple infertile, un couple hétéro-infertile. Et au cours de la discussion, ils demandent pour les couples homo, et la directrice de la DAS, elle dit faut pas trop y compter, faut pas trop qu'ils y comptent les couples homo, ou alors il faut qu'ils acceptent les enfants atypiques. Et là, le couple demande, c'est-à-dire les enfants atypiques. Et elle a cette phrase, elle dit un couple, les enfants atypiques, c'est les Mongoliens ou les Sidéens, quoi. Ok. Voilà. Et je me souviens de cette phrase et de la violence pour les enfants de cette phrase. Pour les enfants adoptables, de cette phrase-là, en gros, ces enfants, c'est le fond du panier, donc on va les mettre avec les parents qui sont le fond du panier aussi, quoi. Je dis, quelle violence pour ces gamins, quoi. Violence pour nous, violence pour ces enfants. Et je me dis, ok, donc moi, je veux pas confronter mon intimité à ce système-là. Sans compter les délais, qui sont monumentaux, non? Il faut savoir qu'en France, on estime que chaque année, il y a 3500 enfants adoptables. C'est pas beaucoup. Et chaque année se rajoutent 10 000 parents qui veulent adopter. Ok. Et donc, 10 000 parents français qui veulent adopter. Et donc, quand quelqu'un qui ne connaît rien à ces situations-là dit l'adoption, vous y avez pensé, moi j'ai toujours envie de le gifler parce que oui, on y a pensé. On y a pensé bien plus que toi, on s'est renseigné. Et figure-toi que ce qu'on a appris nous a mis des grandes claques dans la gueule. Donc ne lance pas cette phrase à la légère, s'il te plaît, quoi. Donc effectivement, vous y avez pensé, réfléchi, vous avez creusé le sujet. On a creusé le sujet, c'était compliqué, on a commencé des démarches. Et puis moi, très tôt, il y a ce reportage-là sur France Info qui me hantait, et je me disais, je refuse d'être jugé ou jaugé par des connards pareils, quoi. Vraiment, c'était un truc en moi, qu'on me juge sur ce désir qui est si profond, si intime, qu'est le désir de parentalité, quoi. Et puis on en parle avec le couple d'amies lesbiennes qui nous parle du coup de coparentalité, qui nous parle aussi de la GPA, des GPA, parce qu'il n'y a rien à voir entre une GPA au fin fond de l'Inde avec une paysanne indienne et la GPA au Canada, par exemple. Est-ce qu'elles se sont proposées de porter votre enfant? Oui, mais en France c'est interdit, et donc... Et donc, c'était pas possible, quoi. Et pour tout dire, on en a parlé autour de nous, et je me souviens d'une copine libraire, Caroline, qui me dit, moi, tu sais, j'ai 50 ans, j'ai eu 4 enfants, j'ai adoré être enceinte, et si je pouvais porter votre bébé, je le ferais, et je dénie à quiconque, féministe inclus, le droit de dire ce que j'ai le droit ou pas de faire de mon corps, quoi. Ça m'avait touché. Et puis... une autre personne s'est proposée, alors ça a peut-être choqué les gens, mais c'est comme ça. Et, c'est ma grande sœur, Anna, qui nous a dit, mais moi je suis ta sœur, on n'a aucun lien génétique. Oui, celle qui a été adoptée. Voilà. Je me fiche de savoir ce que les gens peuvent en penser ou quoi. Dis donc, c'est fort, C'était ça, fort, même, bien comme sûr. proposition. Bien sûr. Elle est maman, elle-même? Oui, 2 enfants. 2 enfants, d'accord. Voilà. Mais, tes 2 grandes sœurs sont mamans. Donc tu avais déjà des neveux, des nièces. Ok. Mais c'était interdit en France, quoi. Oui. Donc on se posait des tas de questions, et puis on a trouvé une solution. Voilà. Alors je ne vais pas la détailler pour une bonne raison, parce que c'est plus seulement mon histoire maintenant, c'est aussi l'histoire de mon fils. Et je ne veux pas l'en déposséder, c'est-à-dire que Bliss est très écouté, moi je suis très suivi sur les réseaux, et je me demande dans quelles conditions j'ai le droit de raconter son histoire sans lui demander son avis. Voilà. En tout cas... Alors, en tout cas, ce que je peux dire,
parce que c'est important pour moi de le dire, c'est que aucune femme a été instrumentalisée, il n'y a pas eu d'échange d'argent de quelque manière que ce soit. Et oui, on a eu 7 enfants, ça s'est fait dans des conditions qui font qu'il y a de l'amour derrière, il y a de l'amitié, il y a des liens qui font que ce couple de lesbiennes avec qui, que j'ai aidé à avoir cette petite fille, nous ont aussi d'une certaine manière, je ne détaillerai pas, aidé à avoir de plein de manières différentes, à aider à avoir notre enfant. Oui, en tout cas, elles ont fait partie de cette chaîne. Elles en font toujours partie, bien sûr. Elles en font toujours partie. Ouais. Mais c'est une partie de l'histoire de mon fils aussi. Voilà. Parce que souvent, en fait, si tu veux, quand j'ai annoncé qu'on avait un enfant sur les réseaux, on a subi une violence et un harcèlement. J'avais jamais vécu ça. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, que je mène des combats. J'ai jamais vécu ça. Ça a été d'une violence et tout est parti en plus d'un quiproquo. Il est né peu de temps après le début de la guerre en Ukraine. Et mes parents ont accueilli une famille ukrainienne pendant 6 mois chez eux. Ils font partie de la famille. Maintenant, c'est vraiment des gens qu'on adore. On se voit tous les dimanches midi, ils mangent à la maison. Ils font partie de la famille. Et Maria, la mère de cette famille ukrainienne, sous la publication où j'annonçais qu'on était devenu père, a écrit en ukrainien pour nous féliciter. D'accord. Et là, on a des personnes qui, ne lisant pas l'ukrainien, n'ont même pas pris la peine de traduire, ou en tout cas ont juste vu une femme en ukrainien qui répondait sous le post en question. On en déduit que c'était cette femme qui avait porté notre bébé en Ukraine, comme si nous, en pleine guerre avec la Russie en Ukraine, on avait décidé d'aller faire un bébé en Ukraine. Vraiment l'idée la plus intelligente du monde, tu vois. Et donc tout est parti de là. Et là, sur Twitter, sur Instagram, j'ai eu des tas de personnes qui avaient l'air de savoir bien mieux que moi la manière dont on était devenu père, quoi, et qui nous ont agonie d'injures, d'insultes, et surtout sur une idée qu'elle se faisait de cette histoire qui n'était en aucun cas conforme avec la réalité. Quand j'en ai parlé avec Maria de ce quiproquo, elle a rigolé, mais moi je rigolais pas parce qu'à cause de ça, on a subi un harcèlement monstrueux, quoi. Monstrueux. Et donc, ayant subi tout ça, il n'y a pas un endroit en toi où tu as justement envie de rétablir cette vérité? J'ai très envie, mais il y a l'histoire de mon enfant qui m'appartient, mais qui appartient maintenant d'abord à mon enfant. Voilà. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, il n'y a rien à rougir dans cette histoire. Il n'y a que des amis qui, entre eux, se permettent d'accéder à la parentalité et de la plus belle des manières qui soit, c'est-à-dire grâce à l'amour, l'amitié et encore une fois, sans échange d'argent. Cependant, si tu veux bien, on peut faire une petite pause pour déconstruire un tout petit peu ce que les gens pensent savoir des GPA, parce que ça c'est un sujet moi qui me tient à cœur du coup, parce que on me reproche toujours d'avoir fait une GPA alors que les gens savent pas comment je suis devenu père, et que j'ai envie de défendre aussi ces couples là qui eux font une GPA. Par exemple, je donne un exemple, je parle toujours de ce couple, un couple d'amis médecins hétérosexuels. Ils se sont rencontrés en fac de médecine, elle a une malformation utérine, elle ne peut pas avoir d'enfant, et c'est eux qui nous ont raconté un peu leur parcours, et moi ça m'a beaucoup touché parce que je connaissais rien à ces sujets-là, et ils m'ont dit, au GPA, au Canada, la GPA, elle est chapeautée par le gouvernement, ça veut dire qu'il y a plusieurs règles, et qu'on ne peut pas échapper à ces règles-là. La première règle, c'est 0 marchandisation, aucun échange d'argent avec les mères porteuses. Elles sont défrayées, quoi. Elles sont défrayées, ce qui est normal. Pour les rendez-vous médicaux. Si elles prennent la voiture, l'essence, il faut bien payer l'essence. Et puis les robes de grossesse. Exactement. Et puis par exemple, si elles ont, un décollement placentaire, qu'elles doivent rester alitées pendant 6 mois, qu'elles ne peuvent pas bosser, encore heureux que c'est les couples qui payent, Exactement. Qui payent leur salaire. C'est du défraiement. Vraiment, voilà, mais il n'y a pas de rémunération. Non. La deuxième règle, c'est qu'il faut qu'elles aient déjà au moins un enfant. Voilà. C'est important. Voilà. Et la troisième règle, qui pour moi est la plus importante, c'est qu'elles ne peuvent en aucun cas porter leur propre patrimoine génétique. C'est-à-dire que c'est forcément l'ovocyte d'une autre femme. Elles n'ont pas de lien génétique avec l'enfant qu'elles portent. Et quand on interroge ces femmes, parce que c'est quand même elles qu'on devrait interroger en premier avant de parler sur ces sujets-là. Mais j'en ai interviewé, moi, 2. Heureusement, c'est bien aussi. Il faut leur donner la parole aussi. Hein. Oui, parce elles ont des choses à dire. Oui. Et elles disent que c'est important parce qu'elles n'ont pas le même rapport avec cet enfant à naître qu'avec leur propre gamin, quoi. Évidemment. Et moi, quand j'ai parlé à ce couple d'amis en disant, est-ce que je peux l'appeler votre mère porteuse, parce que pour mon livre qui est sorti sur l'homophobie, là, je voulais écrire sur ça, et j'ai dit, mais je voudrais lui demander à elle pourquoi elle a fait ça. Et lui demander de vive voix. Elle me dit, moi j'ai fait ça pour ton couple d'amis parce que j'adore être enceinte, que j'ai déjà 2 enfants,
et que je voulais surtout pas de troisième, mais que ça me faisait plaisir de rééprouver le sentiment qu'on a quand on a une grossesse, quoi. Et je me sens amputé de rien du tout. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est aussi, un peu dangereux pour le patriarcat, qu'il y ait des femmes qui puissent dire « moi je peux faire un enfant et le donner et ne pas me sentir mère », ça brise un petit peu cette image mythologique qu'on veut parfois coller un petit peu trop aux femmes, vous êtes faites pour faire des enfants, pour les aimer et puis vous oubliez. Et qu'il y ait une femme qui dit « mais moi j'ai fait un enfant, je l'ai donné et je m'en porte très bien et je suis très heureuse », waouh, c'est dangereux aussi. Oui, ça bouscule... Ça bouscule toute cette mythologie, bien sûr. Ouais. Et cette histoire que tu racontes rappelle aussi que beaucoup de GPA se font pour des couples hétéros. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi on en a fait un problème de couple homosexuel, mais il faut savoir, dans le monde, 70% des GPA sont le fait de couples hétérosexuels. Mais oui. Par exemple, on prend l'Ukraine, la Russie, l'Inde, où ces pays autorisent la GPA, elle n'est autorisée que pour les couples hétérosexuels. Pourquoi on en a fait un problème d'homosexuels ? Mais c'est fou ces chiffres et c'est important de les rappeler parce que 70%... Oui, 2001, épisode de Friends, où on voit Phoebe qui porte le bébé de son frère. Et à l'époque, tout le monde trouve ça mignon et tout le monde rigole. Mais bien sûr. Seulement, elle le fait pour un couple hétéro et donc ça gêne personne, quoi. Ça gêne personne. C'est vrai que Phoebe était la première mère porteuse en France, de la pop culture. En France, il y a des stats qui montrent que 70% des Français sont pour la GPA, pour les couples hétéros, et que ce chiffre tombe à 50% pour les couples homo. Et donc ce gap de 20%, c'est de l'homophobie. Bien sûr. D'ailleurs, je parlais de ce couple d'amis. Si maintenant je dis au micro que « ah ben non, je me suis trompé, finalement ce couple d'amis, il n'est pas hétérosexuel, il est homosexuel ». Si les gens qui trouvaient ça sympa, cette histoire, maintenant se disent « ah ben non, mon appréciation de l'histoire, elle a changé », alors c'est que peut-être vous avez un problème avec l'homosexualité. Non, et puis c'est vrai que d'interroger ces mères porteuses, ça t'ouvre les yeux, quoi. Moi, je me souviens d'une d'entre elles que j'ai eu la chance d'interviewer. Imagine-toi que, donc, en plus d'avoir porté un enfant pendant 9 mois et de l'avoir mis au monde, pour un couple homo, pour le coup, elle a donné son lait au lactarium du coin pendant 2 ans, alors que ce lait n'était pas fait pour nourrir le bébé qu'elle avait porté. Le lait l'a nourri pendant les 3 mois où le couple est resté au Canada. C'était pour d'autres enfants. C'était pour d'autres enfants. Qu'est-ce qui l'obligeait à tirer son lait toutes les 3 heures pendant 2 ans ? Rien, ni personne. Mais elle, en fait, elle souhaitait disposer de son corps et de cette quantité extravagante de lait qu'elle fournissait pour d'autres mômes. Et ça montre bien à quel point il n'y a pas de marchandisation derrière tout ça. Mais tu vois, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'était si les hommes pouvaient porter des bébés. Personne ne viendrait leur dire « ah mais t'es instrumentalisé, pourquoi tu fais ça ?» Mais parce qu'on considère jamais les hommes comme des éternels enfants qui sont incapables de prendre des décisions pour eux-mêmes. Par contre, les femmes, elles sont un peu bébêtes, d'accord, évidemment, elles savent pas pourquoi elles font ça, mais elles sont instrumentalisées. C'est pas des vrais adultes finalement. Et moi, je me dis, il y a quand même une différence, c'est-à-dire on va autoriser les hommes à être capables d'autodétermination. Pourquoi on n'autorise pas les femmes à l'être également, quoi ? Ouais, il y a encore du chemin à faire, beaucoup de chemin. En tout cas, ce bébé est arrivé dans vos vies. Donc on ne parlera pas de la grossesse de cet enfant, mais en revanche, est-ce que tu as connu le bliss, toi ? Tu sais ce que c'est, le bliss ? C'est la rencontre, les yeux dans les yeux de son bébé, là, la première fois. Raconte-nous. Étonnamment, c'est Flo qui a connu ça. Ah oui. Et c'était marrant parce que durant toute l'attente de ce bébé, moi je rêvais de lui, je pensais à lui tout le temps. Et puis quand le bébé est arrivé, j'ai eu un moment de flottement où il me dit je le connais pas, il faut qu'on apprenne à se connaître. Et j'ai éprouvé beaucoup de culpabilité parce que j'ai pas ressenti ce flot d'amour, ce coup de foudre. Et je m'en voulais, je me dis pourquoi tu ressens pas ça ? En plus toi qui es quelqu'un de très sensible, et je culpabilisais. Tu le guettais peut-être un peu je l'espérais. Alors que Flo, par contre, ça a été fou parce que pendant toute l'attente, et on l'a attendu des années, 5-6 ans, toute l'attente de ce bébé, Flo était très à distance de tout ça et jusqu'au dernier moment, et à partir du moment où il a tenu son fils dans les bras, je l'ai vu, il s'est mis à pleurer.
Et il m'a dit, j'ai jamais aimé comme ça qui que ce soit, quoi. Je sais pas ce qui m'arrive. Et il pleurait parce qu'il il comprenait pas. Vraiment, c'était. Et moi, j'ai eu un moment, pourquoi moi je ressens pas ça? Pourquoi lui il le ressent et pas moi? Et ça a donné lieu à beaucoup de discussions. J'imagine, aussi. Ouais. Et je pense que comme beaucoup d'autres parents, beaucoup de mères aussi, moi, il m'a fallu quelques semaines pour, pas m'attacher, mais investir émotionnellement ce moment. Et j'ai beaucoup culpabilisé que ça ne vienne pas d'un coup. Quoi. Oui. Mais du coup, je me dis c'est peut-être important aussi de le dire. Bien sûr, c'est important. Ouais. Et ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas a posteriori. Non. Loin de là. Ouais. Tu te l'es pris, ton boomerang. Je me le suis pris, puis maintenant le bliss, je le ressens tous les soirs. Je le vois à un moment de quitter le boulot et que je sais que je vais aller le retrouver chez alors je dis tout le temps l'assistante maternelle, mais je devrais dire assistante paternelle. Non. Je sais pas pourquoi on dit assistante maternelle, parce qu'il n'y a pas que les mères qui ont besoin d'assistante. Bien sûr. Les pères je propose qu'on installe un nouveau mot. Assistante parentale. Tout le trajet, je m'aperçois que j'ai toujours en arrivant au pied de l'immeuble, je m'aperçois que j'ai eu un petit sourire pendant tout le trajet, quoi. Juste parce que inconsciemment, je sais que je vais le retrouver, quoi. Et que ça, c'est merveilleux, ce moment-là, quoi. Alors, c'était comment de vous retrouver, Florian et toi, avec ce tout petit être à la maison? Écoute, merveilleux et en même temps extrêmement éprouvant. Et ça, c'est un truc, j'ai éprouvé un peu de honte au début, c'est-à-dire parce que je me disais, tu l'as tellement voulu, cet enfant. Tu l'as tellement rêvé. Et maintenant qu'il est là, t'es épuisé, t'en peux plus, tu t'occupes des couches toute la journée, des biberons, des lessives, et t'es plus le médecin, t'es plus l'écrivain, t'es juste, voilà, une sorte d'esclave comme ça. Et j'avais l'impression de ne pas avoir le droit de me plaindre, parce que après tout, vous avez galéré, et maintenant que vous l'avez voulu, vous l'avez eu, quoi. Et ça, je pense, c'est ce que vivent aussi beaucoup de couples, pas seulement homo, des couples infertiles qui ont galéré à avoir un gamin. Et une fois qu'ils l'ont, on a l'impression de devoir moins... pouvoir me plaindre, parce que après tout on l'a voulu, on l'a eu, mais c'est aussi fatigant pour nous que pour les autres, quoi. Ah ouais, il y a pas un programme spécial enfant hyper désiré. Non, moi je me suis senti et je savais, mais je pensais pas à quel point je me suis senti dépossédé de moi-même, quoi. Et je pense qu'il y a un petit moment aussi à passer où il faut qu'on accepte, mais c'est pas évident, qu'on accepte qu'on a mis son cœur dans le corps de quelqu'un d'autre, qu'on n'est plus le personnage principal de son histoire, que maintenant c'est lui. C'est ok, mais il faut quelques semaines, je pense. Et alors, votre postpartum, entre mecs, là, c'était comment? Tout d'un coup, vous étiez 3 garçons à la maison. Ouais. Si vous n'aviez pas vécu la grossesse, vous avez vécu le postpartum. Ouais. Alors, c'est les nuits sans sommeil, à le rassurer, à le cajoler, à mettre des bruits blancs pour le rassurer. C'était quoi vos bruits blancs? Attends, tu vas rire. On a trouvé des chaînes YouTube, mais il y en a des dizaines. Okay. Et puis, tu vois, elles capitalisent plusieurs millions de vues. Donc, tu dis, on n'est pas les seuls parents à galérer la nuit, a priori. Et t'as tout. T'as bruit d'avion, carlingue d'avion, bruit de frigidaire, bruit d'aspirateur, hotte aspirante. Je crois que la hotte a beaucoup de succès. Mais nous, on est allé encore plus loin parce qu'on a trouvé un truc, mais qui, a priori, il plaît beaucoup aux parents. C'est forêt paléolithique. C'est-à-dire des bruits de forêt, comme ça, et de pluie, avec en arrière-fond des bruits de dinosaures. Mais ça marchait très bien sur le petit. Voilà, a priori, la forêt paléolithique, ça marche bien. Voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Non. Et on a peu l'occasion de se promener dans des forêts paléolithiques. Ouais. D'accord. Mais sinon, ce postpartum, ça a aussi été un moment, une nuit où peut-être le moment où j'ai enfin investi cette paternité que j'espérais tant, où je me suis senti père, où il pleurait. J'ai senti au fond de moi que c'est parce qu'il avait froid, alors qu'il était bien couvert. Je l'ai dénudé, j'ai remis des vêtements plus chauds et il s'est apaisé tout de suite. Et peut-être c'est pour ça, peut-être c'est pour autre chose, je sais pas. Je me plais à penser que c'était parce qu'il avait froid et que j'ai senti au fond de moi que j'avais trouvé pourquoi il pleurait. Et là, je me suis senti papa. Ouais. Parce que tu avais répondu à son besoin et que tu étais capable de le protéger et de bien t'occuper de lui. Ouais. Au cas où tu en aurais douté. Oui. C'était quel genre de nourrisson, votre fils? Pépère tranquille. Ah oui, vraiment. Juste les nuits qui étaient vraiment difficiles. Et moi, c'est un peu compliqué parce que je suis en tant que médecin, très pensée critique, voilà. Ce qu'on appelle la zététique, c'est-à-dire,
La zététique, c'est-à-dire vraiment la pensée critique, c'est-à-dire le charlatanisme, tout ça, faire attention. En médecine, tu es obligé, parce que tu peux pas prescrire un traitement, c'est pas des potions magiques qu'on prescrit, c'est le fruit de longues études scientifiques, voilà. Oui. Donc il n'y a pas de place. Il n'y a pas trop de place pour les médecines alternatives. C'est ça. Voilà. Enfin, les alternatives à la médecine, on va dire ça comme ça. Et puis. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant d'avoir un bébé parce qu'on dormait tellement mal qu'un jour, je dis à Flo, écoute. Il y a un kiné près de chez moi, il paraît qu'il fait des merveilles, mais pas que c'est un peu bizarre. Voilà, il manipule pas vraiment les enfants, plus de l'ordre du magnétisme et tout. Il me fait non, c'est pas possible, tu vas pas. Toi qui râles contre l'homéopathie, tout ça. J'écoute, je veux juste dormir en fait. Il se réveillait beaucoup la nuit. Ouais. Et donc on va voir Jérôme qui est formidable. Alors, il est quoi, Jérôme? Il est kiné. Kinésithérapeute. Il est kinésithérapeute. Et donc, il nous prend le bébé devant nous. Je sais pas quelle manipulation. C'était vraiment, on aurait dit de la air kiné, tu vois, vraiment comme la air guitare. Mais c'est-à-dire qu'il posait à peine ses mains. À peine ses mains, quoi. Et je sais pas ce qu'il lui a fait pendant une demi-heure. Il était juste là, il posait à peine ses mains. Et là, on le ramène à la maison. Et puis, il dort pendant 2 mois et demi, toutes les nuits, quoi. Il nous faisait 20h, 7h, quoi. Et donc on se dit ok, donc là je sais pas ce qui s'est passé, je me dis c'est le hasard, tu vois, mon esprit critique me disait c'est pas possible, c'est le hasard, c'est pile poil tombé au bon moment, c'est comme ça, voilà. Et là il se remet à se réveiller au bout de 2 mois et je dis bon on va retourner voir Jérôme. Allô Jérôme. Voilà. Et donc, Jérôme refait son truc. Alors, je me dis, le gamin est plus magnétisé qu'un magnète sur le frigo, quoi, à ce niveau-là. Et donc, on le ramène à la maison, et là, il se remet à dormir 2 mois, quoi. Et moi, mon esprit critique, en tant que médecin, je me dis, c'est pas possible, il y a forcément une explication et tout. Et puis, finalement, il me dit, écoute, l'important, c'est qu'il dorme, pas que t'aies raison, quoi. C'est clair. Ah, sacré Jérôme. Ouais, et du coup, à chaque fois que je parle de lui, tout le monde veut son adresse, quoi, mais il est déjà plein, il prend plus de nouveaux patients. Ok. Et puis donc, puis là récemment, le petit avait les molaires qui sortaient, donc il se réveille depuis 1 mois, là on n'en peut plus, on est au fond du seau. Et donc on est retourné voir Jérôme, mais cette fois-ci ça n'a pas marché. Donc comme quoi. Comme quoi. Ça va te faire avoir raison. Voilà. Ça marche pas à tous les coups. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, on est un peu prêt à tout pour dormir. C'est dur, le manque de sommeil. Voilà, on s'engueule pour un rien. Pour le couple, c'est une épreuve. On se dispute pour des conneries tellement on est fatigué, on a la fleur de peau. Et puis, ça, plus... c'est vrai qu'on est tellement au service du gamin que on a du mal à se retrouver en tant que couple, quoi. Je pense que soit hétéro ou homo, c'est difficile de se retrouver, même sur le plan de l'intimité, c'est un peu désert de Gobi, quoi. Vraiment, on n'a pas le temps, quand on a du temps, on veut juste dormir. Vous l'avez fait garder au bout de combien de temps ? 3 mois. Ouais. Et un truc qui m'a touché, tu vois, c'est... on a une assistante parentale. Et quelques mois après, une fois qu'on se connaissait bien, elle nous a dit, mais vous savez, à la base, il ne devait pas être avec ce petit garçon. Il devait être avec un autre petit garçon, mais les parents de ce petit garçon, en apprenant que vous étiez un couple de papa, n'a pas voulu mettre leur fils avec le vôtre, quoi. Ça me bouleverse parce que je me dis, le petit, il n'avait même pas 3 mois, qu'il doit déjà subir, à chaque fois je pense à subir l'homosexualité de ses parents, mais c'est pas ça, c'est subir l'homophobie des autres. Il faut que je me corrige mentalement, mais je dis quelle injustice, puis ses parents sont bêtes parce qu'ils connaîtront, leur gamin connaîtra jamais la joie d'être avec un petit gars aussi super que le nôtre, quoi. Aussi souriant, aussi drôle, aussi aimant, aussi câlin, ils connaîtront jamais cette joie-là, quoi. Le résultat, on est avec un couple adorable et on s'entend bien, ils sont formidables. Et nos petits s'entendent bien, ils sont chouettes. Il n'y a que 2 enfants ? Ouais. Ah non, mais c'est génial. Ouais, c'est super. Bon, et alors comment vous êtes organisés là ? Du coup, est-ce qu'il y a une répartition des tâches très précise ou est-ce que c'est un peu freestyle ? Alors, comment vous êtes organisés ? On est 2 grosses feignasses parce qu'on est 2 garçons et donc il y a pas un qui fait plus que l'autre, quoi. C'est vraiment, on essaye de s'astreindre à 50%. Et même en faisant 50%, je m'aperçois à quel point je suis épuisé, claqué. Je dis, comment font les femmes dans les couples hétéros quand elles portent la charge mentale du couple, qu'elles portent un peu plus des tâches ménagères. Quand je vois, moi, je fais entre guillemets que 50% et j'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Comment font-elles, quoi. Et puis votre postpartum, vous l'avez vécu sans les stigmates d'un corps qui vient d'accoucher. Exactement. C'est ça. Exactement. Ça remet tout en perspective. Non, pareil, tu vois, mon rapport aux mères célibataires a changé en tant que médecin. C'est-à-dire que
Enfin, en France, je crois qu'il y a 26% des familles sont des familles monoparentales, donc 82% sont constituées de mères célibataires. Comment, déjà, à deux, c'est épuisant, comment elles font. Alors, elles font parce qu'elles n'ont pas le choix, en fait. Et j'aime pas dire qu'elles sont courageuses ou quoi, parce que, en gros, c'est sous-entendre que y a l'instinct maternel, etc. Non, elles ont juste pas le choix. Elles peuvent pas faire autrement. Mais bien sûr. Et c'est vrai que moi, en tant que médecin, je les accueillais bien avant. Maintenant, je les accueille avec peut-être un regard encore plus bienveillant. Quoi. En tout cas, vous êtes deux. Oui. Mais deux grosses feignasses. Donc... Ouais, on fait 50% à peu près. Voilà. Poil. On essaye au maximum. Quoi. Mais est-ce qu'il y en a un qui kiffe plus, je sais pas, faire la bouffe, l'autre faire... on essaie de faire un jour chacun. Ah ouais, voilà. D'accord. Un jour chacun. Après, il y a des trucs... moi, il y a un truc, par exemple, c'est la douche. C'est Florian. Qui lui donne le bain. Le bain, ok. Je l'aide, je suis à côté, mais j'en parle dans mon livre que quand j'avais 10 ans, j'ai subi quelque chose de très violent. Voilà, on était plusieurs enfants à l'avoir subi de la part de notre prof de sport. Je pense que je ne suis pas le seul parent à avoir vécu des agressions sexuelles dans l'enfance et qui a des difficultés à donner le bain et je lui donne le bain, mais par exemple je sais que c'est Flo qui nettoie les fesses ou les jeans ou le pénis, voilà. Moi je veux pas toucher cette zone là, voilà. J'ai du mal avec ça. Mais tu arrives à le changer quand même? Oui, ça aucun problème. D'accord. Mais ça me ramène à un passé et je trouve ça tellement dur, tu vois, tellement violent que ce que tu as subi en tant qu'enfant puisse venir encore envahir certaines parties de ta vie qui sont censées être des parties les plus joyeuses, les plus lumineuses, quoi. C'est une injustice au carré, quoi. Ouais. C'est une injustice au carré et je sais, pour en avoir parlé avec des copines qui ont vécu des choses violentes, qu'elles préfèrent que ce soit leur mari, par exemple, qui s'occupe de ces zones-là, quoi. Ah. En tout cas, tu as réussi à l'identifier, oui, cette on en gêne. a longuement parlé, on en a longuement parlé avec mon compagnon et tout, et on se parle beaucoup, on se dit des choses, et puis c'est ce que j'ai subi enfant, et il est aidant, quoi, par rapport à ça. Il te facilite la tâche. Donc, c'est Flo qui est préposé au bain. Ouais. Et tout le reste, on fait moite-moite. Tu dirais que votre couple est passé à travers le baby clash ? Non, honnêtement, on s'était fait une promesse, on s'était promis première engueulade d'aller voir une psy. Ah ouais, première engueulade. Mais parce qu'on avait très peur de ça. On s'est dit, il y a tellement de... Il paraît que c'est un couple sur deux qui se sépare dans la première année. Il a dit, non, nous, pour le petit, on veut qu'il ait une vie la plus stable possible et on veut pas qu'il entende nos engueulades ou quoi. Et un jour, on s'est engueulé pour du sel tellement on était fatigués, quoi. C'était, le sel est passé salé, mon plat, et tout ça. Et il dit, faut qu'on aille voir quelqu'un. Du coup, on est allé voir quelqu'un 3-4 fois. Ça nous a permis aussi de vider notre sac. Ah et tout. Ouais. Et, action-réaction. Oui, on voulait vraiment pas tomber dans ce travers-là. On s'était dit, on fera pas comme les hétéros, on s'engueulera pas. Voilà, écoutez, on a fait comme vous, voilà. Ouais, enfin, ceci dit, je pense qu'il y a assez peu de couples hétéros qui vont directement voir le psy. Non, mais nous, on voulait vraiment... T'avais un numéro à dégainer tout de suite. Exactement, quoi. Et ça nous a fait du bien de parler à une tierce personne, une personne un peu neutre, et ça a apaisé beaucoup de choses, quoi. Un truc aussi, c'est que moi, je me suis aperçu, et je me dis, c'est un sacré mensonge quand même qu'on fait aux femmes dans cette société, c'est que je me suis aperçu que certains matins, j'étais content d'aller au travail, tu vois. Quand j'ai repris après le congé paternité, j'étais tellement content de retourner au cabinet médical, quoi. Et le soir, quand je rentrais de temps en temps, je mettais un peu plus de temps, tu vois. Finalement, je m'apercevais que je redonnais le médecin que j'étais, avec des interactions sociales gratifiantes socialement. En tant que médecin, je parle à des adultes, puis c'est ma carrière. Et je me suis dit, mais alors du coup... ce grand récit autour du père de famille qui se sacrifie pour aller au travail et ramener la nourriture tel un homme des cavernes à sa maison. Mais en fait, c'est un mensonge. En fait, ils sont mis au boulot, les gars. Moi, il y a une période au début, j'étais tellement épuisé et j'étais mieux au travail, quoi. C'est quoi ce mensonge qui perdure dans la société, l'idée que le mec il se sacrifie le matin en allant au travail? Pas du tout, il met en avant sa carrière, il peut parler à des adultes toute la journée, il est plus l'esclave là qui s'occupe des biberons, des couches, des lessives, qui doit ranger la maison. C'est épuisant, un bébé. Et je pense à notre assistante parentale, du coup, je me dis c'est quand même dingue, on va au travail pour pouvoir payer quelqu'un qui fait le travail qu'on fait pas à la maison. Ouais, et ça donc, c'est un concept, hein. Mais c'est un concept, mais pourquoi? Il y a des femmes qui font ça gratuitement. Ouais. Parce qu'elles sont mères. Mais le père aussi, il est père. Est-ce qu'il la paye?
En fait, du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, comme il ne paye pas d'assistante parentale ou maternelle, ça lui fait quand même des sous en plus à la fin du mois. La femme fait ça pour lui, et lui peut continuer à progresser au cours de sa carrière, et la femme, elle ne progresse pas pendant ce temps-là, quoi. Et puis arrive un moment où peut-être ça se passe mal dans le couple. Il y a combien de femmes qui disent non, je dois rester en fait parce que j'ai pris trop de retard sur ma carrière, mon salaire n'est pas assez élevé, je ne peux pas faire autrement. Et elles acceptent des choses qu'elles ne devraient pas accepter, mais elles ne peuvent pas faire autrement, quoi. Bah oui. Et puis les années passent, et puis il y en a plein qui enchaînent aussi les congés parentaux, parce que finalement... Elles ont un deuxième enfant, puis un troisième... Et moi, je me suis dit, mais attends, c'est un vrai mensonge, ça. Je suis tellement mieux certains jours au boulot. Donc toi, tu as recommencé à bosser au bout de 3 mois, hein, c'est ça? Votre fils avait 3 mois. Ouais. Donc vous êtes restés 3 mois à la maison, tous les deux. Ouais, on a fait cocon, quoi. Ouais. C'est un truc bizarre, tu vois, ça, c'est que je me suis aperçu que j'ai changé au fond de moi pendant ces périodes-là. Je me suis mis... à plus pouvoir écouter des informations quand il arrive à des trucs à des gamins, à des bébés, à des enfants. Je supporte plus ça. Les films, moi j'ai toujours bien aimé les films d'horreur, les films gore et tout. Les films où il arrive des trucs à des enfants, maintenant je peux plus les regarder, quoi. Et puis il y a d'autres trucs aussi qui ont suivi l'arrivée de cet enfant merveilleux dans nos vies, c'est l'hypersensibilité, quoi. Moi j'ai... Tu t'es découvert hypersensible. Je pleurais pour un rien. Je me souviens une fois au restaurant, on pleurait tous les deux et le serveur a cru qu'il y avait un problème ou que la bouffe était pas bonne. Et on lui a dit non, tout va bien. Mais on était juste heureux, quoi. Ah, vous pleuriez de bonheur ? Oui, en regardant des photos. Et ça, ce type d'émotion-là sortait pas avant ? Non, j'arrivais pas à pleurer. Je suis quelqu'un qui pleure pas beaucoup. Et l'arrivée de cet enfant m'a fait du bien aussi parce que j'ai l'impression que ça a décoincé quelque chose en moi. Une capacité agissante à accepter mes émotions et à les offrir aux autres. Ça a pleuré, tu vois. Bah ouais, c'est important de pleurer. Mais j'y arrivais pas. Mais je pense que c'est mon métier aussi qui m'a fait m'anesthésier petit à petit à la douleur, à la souffrance, à la plainte. Et du coup... à ma propre douleur, à ma propre souffrance, à ma propre plainte. Et l'arrêt de cet enfant me dit, ok, tu peux lâcher maintenant, c'est pas grave, tu as le droit. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai chialé, quoi. Et alors, ça t'a fait du bien, non ? Ça m'a fait un bien fou, vraiment un bien fou. Et même maintenant, quand on reparle avec Flo, quand on regarde des photos de quand il était tout petit, on a la larme qui vient vraiment facilement, quoi. Je comprends, franchement. C'est vraiment une manière d'habiter le monde autrement. Exactement. Et un bon exemple pour ça, c'est bête, peut-être les gens vont dire, il se focalise vraiment sur un truc ridicule, mais dans sa chambre, il y a une planche qui craque. Ouais. Une latte de parquet. Ouais, une latte de parquet. Ouais. Et ça, je l'aurais pas su avant son existence, quoi. Mais maintenant qu'on le pose et qu'on sait qu'il se réveille si on marche sur cette planche, je sais où est cette planche, je sais qu'il ne faut pas marcher dessus. Et ça, je pense qu'avant, je l'entendais même pas, cette planche, quoi. Et maintenant, je sais qu'elle existe. Et d'ailleurs, c'est la seule planche dont je parle dans ma vie, planche de bois, tu vois. En général, c'est pas vraiment un sujet, c'est les planches, les lattes de parquet, c'est pas... Non. Cette latte, elle existe et plusieurs fois, elle nous a valu des petits réveils comme ça. Et quand je dis c'est une manière d'habiter le monde autrement, oui, c'est une manière, par exemple, de connaître ta maison autrement, de savoir qu'il faut marcher là, pas là. Tu habites le monde autrement. Et il y a un truc qui est beau aussi, c'est que je vois à quel point on est des pères différents tous les deux. On a vraiment investi cette paternité de manière totalement différente et du coup ça me fait doucement sourire quand on entend des discours très réactionnaires comme ceux de la Manif pour tous en disant un papa, une maman, c'est ce qu'il y a de mieux pour un enfant. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on est des individus à part entière et qui ne sont pas réductibles à nos organes génitaux. Moi je vois Flo, il est vraiment dans une pétulance, dans une joie, dans une extériorité, il chante, il danse, il le fait rire. Pétulance, j'adore ce mot. On l'emploie pas beaucoup, mais il est parfait. Il est dans la joie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, je m'aperçois que je suis comme ma mère, ça me fait rire de dire ça. Je suis comme ma mère nous a aimés et je m'aperçois que j'aime mon fils de la même manière, c'est-à-dire dans une forme d'intériorité, d'intimité, de douceur, et d'inquiétude aussi. Flo est beaucoup moins inquiet que moi, beaucoup moins stressé. Et alors que moi, je suis vraiment, dans le stress, dans l'inquiétude, dans le soin. À la fois, c'est ton truc, hein. Mais oui. Tu t'attendais à être ce père-là ? Ou est-ce que tu te rêvais autrement ? Ou est-ce que finalement, tu es assez aligné avec ce père-là que tu décris aujourd'hui ? Je ne m'attendais pas à éprouver autant d'angoisse. Voilà. Ouais. J'en parle avec une psy parce que je vais voir une psy à cause du travail au cabinet médical qui est parfois difficile. J'ai besoin aussi de pleurer les patients. Ouais. Les patients pleurent et moi j'ai besoin de les pleurer. Et puis aussi par rapport à ce que j'ai subi enfant, moi c'est important de temps en temps d'aller faire du travail sur ça. Et je pense que j'ai
cette angoisse, elle est née aussi de ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. C'est-à-dire, moi, je sais, et c'est pas bien, parce qu'en plus, je suis le premier à essayer de déconstruire les stéréotypes de genre, à me battre, pour qu'on décloisonne un peu tout ça. Et je sais qu'il y a des assistants paternels, des assistants maternels, quoi, des hommes qui font ce métier-là. Ouais. Mais jamais de la vie, j'aurais pu laisser mon enfant à un homme, quoi. Je te dis ça alors qu'on est 2 hommes. Mais je sais que je pourrais pas le laisser à un homme, quoi. T'as pas confiance? Non, j'ai zéro confiance en les hommes, voilà. Et du coup, ça donne aussi des situations où je me dis mais faut pas que je sois étouffant avec lui, parce que par exemple avec les parents de la petite qui est née de mon don de gamètes, où on parlait un peu comment ça se passe à l'école maternelle et tout, et elles me disent c'est les adultes qui les amènent aux toilettes. Je dis mais les adultes, c'est-à-dire c'est des femmes qui travaillent, ou elle me dit il y a des femmes et aussi des hommes, quoi. Je dis mais non, en fait, je sais que ça va être compliqué, il faut que j'arrive à accepter l'idée de faire confiance aussi aux institutions, mais l'idée qu'un homme amène mon gamin aux toilettes, ça me perturbe, tu vois. Il va falloir que je fasse un gros travail sur moi, quoi. Et cette inquiétude, Florian la ressent beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. Parce que vous n'avez pas le même On n'a pas le même parcours, aussi, pas la même histoire, voilà. Ouais, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais je comprends. Bon, en tant que femme, Et puis peut-être aussi pour d'autres choses, quoi. Les sorties scolaires, s'il doit partir une semaine en classe de neige, s'il n'y a que des accompagnants hommes, ça va me stresser. Je sais que je vais penser à ça. Je préférais qu'il n'y ait que des accompagnants femmes, quoi. Ouais, mais ça, malheureusement, ça va être difficile à contrôler, ça. Mais c'est d'autant plus paradoxal que, en tant que couple homo, les gens ont plein de préjugés aussi sur ce que peuvent faire 2 hommes à un enfant, la manière dont ils l'éduquent, dont ils l'élèvent, et que moi je lutte contre ces préjugés, alors que j'en ai intégré pas mal. Bah ouais. Oui, mais bon, les traumatismes de l'enfance, bien sûr. Aussi bien sûr. Un dos qui t'appartient. Ouais, bien sûr. Parce que là, quand tu parlais de colo, toi, ça t'est arrivé dans ce contexte non, de c'était colonie exactement de vacances? Un stage d'été, voilà. Stage d'été. Et t'avais quel âge? J'avais 10 ans, le gars était condamné pour agression sexuelle, viol, acte de barbarie sur enfant. On était 5 enfants. Voilà. Et donc, du même groupe de cette colonie. Là. Ouais. Et donc, c'est compliqué, oui, de se détacher de ce passé-là, quoi. Et c'est bizarre comment on peut fonctionner. Parfois, je me dis comment tu arrives à fonctionner, à parler avec les gens, à avoir un travail stable, alors qu'en fait, tu es complètement cassé à l'intérieur, quoi. Et j'y arrive bien. Et j'en parlais avec la psy qui me disait c'est pas étonnant que vous soyez médecin, écrivain, parce que c'est que des métiers où vous n'avez pas de patron. Et moi, je sais que j'ai un vrai... Et c'est pour ça que je vais voir la psy aussi, c'est que j'ai énormément de problèmes avec le rapport à l'autorité. Ouais. Et je sais que j'aurais été incapable de faire un travail avec un homme au-dessus de moi, qui me dit quoi faire, comment le faire, et je sais que ça vient de là. Ouais. Les rares moments de ma vie où on peut sentir qu'il y a une fragilité par rapport à ce que j'ai vécu enfant, c'est quand je suis dans un rapport de force avec un homme. Dès qu'un patient, par exemple, va élever le ton ou me dire il faut que vous me prescrivez ça alors que c'est pas prévu et que j'ai pas prévu de le faire et que c'est pas justifié et qu'il va commencer à insister, je sais que c'est le moment où je peux vriller vraiment, où au lieu d'être dans la conciliation, dans la discussion, dans la diplomatie, je vais être tout de suite dans l'agressivité, dans la violence, la colère et le virer, quoi, du cabinet médical. Et oui, c'est ce que tu n'as pas réussi à faire enfant, j'imagine. Et ça j'en parle beaucoup, et c'est d'autant plus paradoxal que je vis avec un homme qui est très doux, mais c'est vrai, et ça fait partie de la vie de couple, tu vois, surtout quand on a un enfant. Parfois on dit fais ci, fais ça, j'ai besoin que tu fasses ça, et il le sait, Florian, il prend des pincettes. Moi je le vis très très mal, voilà. Dès que je me sens commandé. Cette plaie, elle est peut-être éternellement je sais ouverte. pas en tout comment cas, tu la penses et ouais. J'ai l'impression que tu fais un gros travail et c'est génial. Mais je vois, mais je pense que je suis comme plein de personnes qui ont vécu ça en enfance, et il y a des moments de ma vie où ça va et puis des moments de ma vie où ça déborde et où je vais un petit peu vriller, quoi. Et ce qui est terrible, c'est de voir que ça vient envahir parfois même des moments de ta vie qui sont censés être des moments solaire, lumineux, quoi. Je le donne, j'en parle souvent pour essayer de rassurer les mamans, notamment au cabinet, tu sais, sur les pensées intrusives, les pensées parasites. Un jour, une maman qui arrive au cabinet médical et elle était en larmes parce qu'elle me dit il y a eu un orage. Ma fille de 4 ans est venue dans le lit, elle est mère célibataire, elle est venue dans le lit, elle avait peur. Et moi, j'ai vécu des trucs enfants très violents, des agressions sexuelles de la part de son père, je crois.
Et je ne sais pas pourquoi ce soir-là, peut-être parce qu'il y avait un orage aussi quand j'étais agressé par mon père. Je lui dis, retourne dans ta chambre, je ne veux pas de toi dans ma chambre. Et j'ai essayé de la rassurer parce que du coup, elle avait eu ce qu'on appelle les pensées parasites, des pensées intrusives, où elle se voit faire à son enfance, ce qu'elle a subi, elle, et elle était terrifiée par ça. Et je lui dis, mais ça touche jusqu'à, je crois, 3 à 4 femmes sur 10 quand elles deviennent maman. Alors, pas forcément sous l'angle agression sexuelle, plutôt sous l'angle violence. Je pourrais prendre mon enfant, le jeter contre le mur ou lui faire du mal. Et dans 99,99%, il n'y a pas de passage à l'acte. C'est juste une manière pour l'esprit d'exprimer une angoisse, de se protéger. Et puis, mais quelle culpabilité, quoi. Alors moi, j'ai cette chance-là, c'est que j'ai pas de pensée parasite ou de pensée intrusive avec mon fils. Mais je pense à ses mères et puis même si t'as pas de pensée parasite ou de phobie d'impulsion, voilà, ça t'habite quand même. Ça m'habite, et puis parce que tu t'en défais jamais totalement de ça. Tu vois, un truc dont j'ai jamais parlé, là je vais en parler, mais parce que je pense que c'est pas à nous d'avoir honte, mais ça te marque à vie. Moi j'ai depuis cette histoire des petites... ce qu'on appelle une impériosité mictionnelle, c'est-à-dire je vais faire pipi beaucoup plus souvent que le reste des gens. Voilà. Comment t'appelles ça ? Une impériosité mictionnelle, c'est-à-dire et on sait que ça touche énormément de personnes qui ont subi des agressions sexuelles. C'est un moyen pour le corps, voilà, de se vider tout simplement. Et voilà, alors ça fait rire tout le monde parce que dès que je vais quelque part, il faut qu'il y ait des toilettes pour que je puisse aller pisser, quoi. Je pisse tout le temps. Oui, il y a même des enfants qui se remettent à faire pipi au lit après une agression. Voilà. Et moi, et toi, ça ne t'a jamais quitté ? Non, il y a des moments où ça va. Je vais uriner comme tout le monde, tu vois. Et puis il y a des moments où dans la journée, je vais aller 10-15 fois, quoi. Ah ouais. À cause par exemple, la Fermazan, ce genre de trucs, je sais que c'est des trucs qui vont raviver. Qui travaillent, quoi. Ouais. Et tu dis, quand est-ce que je vais pouvoir être apaisé ? Putain, ouais, c'est ouf. Encore aujourd'hui, t'as ça. Oui. Quand est-ce que je vais pouvoir laisser ça derrière moi ? Et Angot avait dit un truc une fois, Christine Angot, elle avait dit on est toujours tout seul avec ça. Et c'est terrible, et je lui en veux d'avoir dit cette phrase, parce que je pense qu'elle a raison. Ouais. On est toujours tout seul avec ça. Toi, ton endroit pour te libérer de tout ça, en tout cas transmettre, raconter, c'est les livres. Ouais. En plus d'Instagram où tu écris aussi beaucoup, tu as une production écrite impressionnante. Qui fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. J'espère que tu en es conscient. Ton dernier livre, justement, tu l'as écrit là, très récemment. Ouais, écoute, depuis la naissance du petit. Ça faisait 10 ans que je l'avais en moi, ce livre, que je le portais, et j'avais besoin de l'écrire à ce moment-là parce que mon fils est l'enfant d'une famille homoparentale et que je veux que la société elle change. Je veux pas qu'on se moque de lui à l'école. Je veux qu'on l'accueille, qu'on l'aime. Je veux pas qu'il subisse de moqueries. Alors, je vais dire à cause de ses parents, à cause de l'homophobie. C'est le livre le plus important que j'ai jamais écrit. C'est si les gens doivent lire un livre de moi, je veux que ce soit celui-là parce que là je croule sous les messages de gens qui l'ont lu parce qu'il a beaucoup de succès. Je suis très content de gens qui m'écrivent et qui me disent ce livre a changé une partie de ma vie parce que j'ai pris des grandes claques en lisant ce livre et je vois le monde autrement maintenant. Je n'avais pas conscience de ce que peut être de vivre différent dans cette société et merci pour ça, je me sens plus libre après avoir lu le livre. Et je reçois, 10-15 messages par jour de lecteurs qui me disent ça, quoi. Wow. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai écrit. Mais parce qu'on se rend pas compte, mais ce qui est terrible dans ce livre, c'est qu'en fait, tu changes juste homosexuel par noir ou femme grosse ou même femme, je suis sûr. Et en fait, je crois que le livre, il tient. Il n'y a pas une virgule à changer. Mais parce que le livre il ne parle que d'une chose, c'est de comment vivre en étant différent dans cette société si normative. Et le problème, ça reste encore et toujours les autres. Tu prends une femme grosse, tu la fais élever par des loups, elle ne saura pas qu'elle est grosse. Elle sera toute nue, en pleine nature, avec ses loups. Elle va grandir, elle sera heureuse. Et à partir du moment où elle va franchir les portes de la civilisation, qu'elle va mettre un pied dans une ville, elle va comprendre qu'elle est grosse. Et elle va souffrir de ça. Le problème, c'est toujours les autres, quoi. C'est le regard des autres. Et moi, je ne sais pas que je suis homosexuel. Je ne le sais pas. Je suis juste avec Florian, on a un enfant, on s'aime, on a une vie pépère, voilà. Le seul moment où je me souviens qu'on est homosexuel, c'est quand on subit des regards dans la rue, ou des moqueries, ou des injures. Et c'est ça que tu as eu envie de raconter. On va rappeler le titre de ce livre. Ça s'appelle « Tous les silences ne font pas le même bruit », c'est sorti aux éditions de l'Iconoclaste. Ouais.
Et tu l'as écrit là, en postpartum, justement. Oui, parce que je voulais aussi parler de la parentalité, de la paternité, parce que le couple homoparental, c'est un poste d'observation passionnant sur la société. Je m'aperçois que on fait les choses avec Florian, on les fait bien. On s'occupe bien de ce gamin, il est heureux, il est épanoui. On se met certes une vraie pression parce que c'est un droit que la société nous a octroyé, dans sa grande bienveillance, nous a octroyé très récemment et qu'on a l'impression absurde qu'on doit montrer patte blanche aux hétéros. Vous aviez raison de nous donner ce droit-là de pouvoir avoir une famille et tout se passe bien. Vous voyez, voilà, il est heureux. Et du coup, ça donne des idées bêtes. Il a marché très tôt. Il a marché à 9 mois. Wow. Et même que la pédiatre nous a dit qu'il faut ralentir parce que c'est pas bon pour les jambes. Il allait avoir les jambes trop arquées. Voilà. Donc on a ralenti. Et c'est bête, mais il y a une partie de moi qui était heureux qu'il marche en avance, parce que je me dis, s'il marche en retard, les gens vont se dire, c'est pas parce que c'est un bébé qui marche en retard, comme plein de bébés. Non, ils vont se dire, c'est parce qu'il a 2 papas, et que du coup... je me mets une pression. Tu mets une grosse pression. Je me mets une grosse pression, mais il y a un truc, si tu veux, de beauté dans nos parentalités, c'est-à-dire des parentalités qui sont proprement révolutionnaires, au sens où de montrer qu'on est 2 hommes, et qu'on arrive à élever cet enfant, à l'élever bien, avec amour, que tout va bien. Je pense que c'est pour une société encore très patriarcale où les hommes se déchargent tellement facilement de leurs responsabilités parentales. En Europe, quand même, il y a 7 fois plus de mères célibataires que de pères célibataires. Ça dit quand même quelque chose. 7 fois plus. Oui, c'est-à-dire il y a combien d'hommes qui ont des enfants et qui n'assument pas leurs responsabilités et qui se barrent. Moi, quand j'ai commencé ce métier de médecin, je me disais, mais non, c'est des préjugés, c'est des stéréotypes et tout. Mais je les vois tous les jours au cabinet, c'est pas des préjugés, c'est pas des stéréotypes. Elles existent, ces femmes-là. Pourquoi les hommes sont pas au rendez-vous de leurs responsabilités ? Et le fait qu'on soit un couple d'hommes et qu'on soit au rendez-vous de nos responsabilités, je pense que ça peut montrer aussi à la société une autre image de la masculinité, de la virilité, et dire aux hommes, en fait, il n'y a rien de non viril que d'acheter des Pampers, que de nettoyer des biberons. Et je me dis profondément, je ne sais pas comment l'expliquer, je crois qu'il y a une possibilité pour la masculinité de s'épanouir autrement et de changer profondément la société. Les hommes sont quand même souvent stupides et ont besoin de plaire aux autres hommes. Et je crois que si ça devenait hyper mal alpha de faire la queue au supermarché pour acheter des Pampers, ils seraient tous là à faire la queue au supermarché pour acheter des Pampers. Mais en plus, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est tellement sexy. Un mec qui assume ses responsabilités, qui fait les courses, qui fait la bouffe, qui gère les gamins, franchement, aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus séduisant qu'un mâle alpha, justement. Pour cette nouvelle génération de femmes, en tout cas, qui est de plus en plus habitée par un féminisme qui s'affirme, grandissant et tout. Enfin, voilà, la place des hommes est quand même un peu bancale aujourd'hui. Je pense qu'il y a là, à cet endroit-là, une possibilité de révolution pour le masculin. Mais oui. Voilà. Il faudrait qu'ils se saisissent de cette opportunité. Vont-ils le faire ? Tu vois, Clémentine, il y a un truc de merveilleux de prendre soin d'un plus fragile que soi, d'un plus innocent que soi. Ça reconnecte avec des vérités fondamentales. Et je ne suis pas Disney en disant ça, mais c'est important. Ça donne du sens. Ouais. Et encore une fois, qui n'enlève rien au fait de plaire et de toucher en plein cœur le sexe opposé. Bien au contraire. Bien sûr. Espérons un retour du mâle gentil, doux et qui prend soin. Et je pense que ces hommes-là auront tout compris. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut élever nos fils. Juste un petit exemple, mais Daniel Craig, tu vois, celui qui fait James Bond. Bien sûr, je vois très bien. Un jour, il a publié sur ses réseaux, où c'est un journaliste qui a pris une photo en 12D de lui dans la rue, où il avait son bébé dans le porte-bébé. Ça a été dramatique, les commentaires des mecs sous cette photo. On dirait, non, c'est plus James Bond, là, regardez et tout. En gros, c'était plus vraiment un homme, puisqu'il portait un bébé dans un porte-bébé, quoi. Et ils ont tellement rien compris à ce que c'est que la masculinité, la virilité. Être un homme, c'est être au rendez-vous de ses responsabilités. T'es pas au rendez-vous de tes responsabilités quand tu laisses ta femme toute seule avec un gamin, ou même quand t'es avec elle, mais qu'elle fait 70% des tâches ménagères. Être au rendez-vous de tes responsabilités, c'est aussi prendre sur tes épaules une part du poids de ce que porte ta femme. Voilà. C'est ça être un homme, c'est ça être au rendez-vous de tes responsabilités. Sinon, t'es juste un enfant. Reste un enfant, mais t'es pas un homme. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que cette merveille d'enfant qui est dans vos vies depuis 15 mois vous donne envie d'en avoir un autre ?
Alors, on rêverait de lui offrir une fratrie. On aura peut-être une chance, on verra. En discussion avec les personnes concernées, on va dire. Les autorités consentantes. Voilà. Génial. Ouais. Beau projet. Et Flo, il est aligné avec ça ? Ouais, et pour tout dire, c'est même les autorités consentantes, on va dire ça comme ça, qui nous ont proposé. Voilà. Waouh. Voilà. Donc finalement, il se pourrait bien que ce soit possible. Il se pourrait bien que ce soit possible et toujours aider de ce couple de copines dont je parlais. Voilà. Qu'on salue. Parce qui sont tellement importants dans nos vies. Bah ouais. J'ai l'impression. Ah oui, non. Il y a des gens comme ça qui sont des pierres angulaires. J'ai l'impression c'est notre famille aussi, quoi. C'est ça. Le dimanche après-midi, on voit nos gamins jouer ensemble. Et on est une grande famille, voilà. Avec beaucoup d'amour. Et c'est aussi d'avoir ça, je pense, une famille. Quoi. Merci beaucoup. Merci Baptiste. Clémentine. Merci beaucoup. C'était trop bien ce moment avec toi. On embrasse Florian. Ouais. On embrasse votre fils Bébé, d'amour. Ouais. Et toute cette galaxie, ce village autour de vous, qui fait de vous des parents, des pères heureux. On essaie. Au rendez-vous de leurs responsabilités. On essaie. Merci Clémentine. À bientôt. À bientôt, Salut merci. Baptiste, merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode tant attendu. J'espère qu'il a été à la hauteur de vos espérances. Moi, je ne vous cache pas que je me sens extrêmement privilégiée d'avoir pu passer tout ce temps avec cet homme qui marquera forcément notre époque et que nous avons beaucoup de chance d'avoir parmi nous. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez aller écouter notre autre podcast, Bliss Hot Stories, qui parle de sexualité sans filtre. Vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas aussi à nous mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide toujours beaucoup. Et puis, venez papoter sur Instagram sur le compte bliss.stories. Il s'y passe plein de choses. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, bien sûr, long live the bliss.